Bonjour chères auditrices et auditeurs, bienvenue. C'est déjà l'avant-dernier épisode de ce podcast. Si vous souhaitez en avoir d'autres ou le voir évoluer, faites-le savoir en commentaire et abonnez-vous. Pour mes 3 nouveaux invités de qualité supérieure, j'ai créé un nouveau module qui s'appelle le Flash Portrait. Pour vous, on a traversé la planète. On vous raconte l'origine des yaourts au goût bulgare, les premières plongées de chacun entre la Corse, la mer Rouge et la Jordanie. On a parlé des spécialités culinaires cheloues, à base d'œil de mouton, de shots de sang dans lequel macèrent des scolopendres, de fœtus de canard à la coque, en passant par le repas traditionnel d'une tribu Maasai. On a parlé d'accidents de voyage et de mort, mais sans plomber l'ambiance, et cerise sur le gâteau, on a eu droit à 2 anecdotes gênantes au lieu d'une. Installez-vous confortablement, que vous soyez chez vous, en voiture ou dans les transports. C'est parti pour l'épisode numéro 4 de Portrait de voyageur. Mesdames et messieurs, les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Dégagez. Quand la consigne s'illumine, retournez à votre siège et bouclez-la. Nous vous invitons à ranger votre bébé dans les coffres ou sous votre siège. To prevent interference with the operation of certain systems in the aircraft, injure you or a passenger near you. Rangez votre sac sous le siège devant vous. S'il est trop gros, mettez-le sur votre nez et votre bouche. In the event of a water evacuation, we wish you to access a life jacket. En cas de panne d'électricité, nous vous souhaitons un agréable vol. Et bonjour à tous, full en délire, bonjour. Bonjour. Ah, quel accueil extraordinaire, merci. Merci d'être là pour ce nouvel épisode de Portrait de voyageur. Valentine ou Valoche ? Valoche. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Valentine ou bien Valoche et je produis des vidéos sur YouTube de vulgarisation de théâtre sur une émission qui s'appelle Le Clou du spectacle. Et sinon, dans la vraie vie, je suis chargée de production dans le spectacle vivant et je produis de la comédie musicale Double casquette. chez Compote de Prod. En face, j'ai Théo. Bonjour. Bonjour Théo, est-ce que tu veux bien te raconter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Donc moi je m'appelle Théo Drieux, j'ai pour caractéristique principale d'avoir beaucoup aimé ce générique. Vraiment, il est tip top. Sinon, dans la vie professionnelle et tout court, puisque j'y passe pratiquement tout mon temps, je fais des vidéos de vulgarisation scientifique sur Internet, sur YouTube, qui est sur une chaîne qui s'appelle Balade Mentale. Et nous avons Lucie. Lucie, je sais pas s'il fallait que je donne ton nom, que je crois que je n'arrive pas à prononcer l'amblou, les... Ouais, c'est normal. Personne sait comment il faut dire, même moi je suis pas sûre. Donc c'est Limlu. Ah, Moi je Limlu. dis Limlu. Après il y a des gens qui disent Léa Mlu, mais d'autres qui me disent juste Léa. Donc tout passe. Du moment qu'on m'appelle, je suis contente. C'est l'essentiel, d'accord. Et du coup, moi je fais du dessin animé. Alors c'est devenu un peu mon occupation principale là depuis 1 an et demi, où je fais donc des dessins animés de vulgarisation avec Manon Bril sur sa chaîne C'est une autre histoire. Mais normalement, en fait, à la base, je suis storyboardeuse dans le dessin animé, donc plus enfants, ados qui passent sur nos chaînes de télé. Voilà. Oh, on a le droit de savoir lesquels. En série qui pourrait vous parler, j'ai fait la refonte de Oui Oui. Allez, je sur savais même la pas qu'il y avait une première saison. refonte de Oui Oui. Oui, ils ont refait la 3D en mode joli. C'était pas mal. Sinon, il y a Miraculous Ladybug, il y a Lolly Rock, il y a des trucs comme ça aussi, voilà. Choupi aussi, voilà. Je crois qu'il n'y a que les grandes licences qui me parlent. Il faut vraiment que je m'y remette, je manque Je de viens culture. de me rendre compte que si l'impératrice avait épousé Oui Oui, elle se serait appelée Si Oui, mais... Si, oui, oui. Eh bien, merci pour cette très belle intervention. Riche de profondeur, j'ai envie de dire. Alors, il y a sans doute des gens qui vous connaissent déjà, qui écouteront ce podcast. J'aime bien généralement donner une petite information sur vous, mais comme je ne les ai pas, vous allez les donner vous-même. Une petite information que les gens ignorent sur vous. J'ai pas de casserole, ou alors je les dirai pas ici. Ça, on verra plus tard. J'ai longtemps pensé que les filles avaient une pomme d'Adam. Voilà, j'aime bien le rappeler, histoire de m'auto-flageller. Et mes potes m'appelaient pendant un moment pomme d'Adam. Voilà. Pour cette anecdote, d'accord. Ça date, ça s'est arrêté fin lycée, hein, je précise. Ah oui, donc c'est Par l'expérience, j'ai pu me rendre compte que j'étais dans l'erreur. D'accord. Et si, je pensais aussi que ACDC était un groupe de rock, ça je savais, je l'écoutais, mais je pensais que le nom venait du fait qu'ils soutenaient Greenpeace pour qu'il y ait moins d'essais nucléaires. Voilà. Alors attends, j'ai pas le lien. L'acronyme aurait été Suffisamment d'essais. Assez d'essais. ACDC. Ah, oh.
J'aime bien le temps qu'il faut à chacun de se dire ah ok c'est ça la blague. Non mais alors c'est drôle. Non, c'était pas une blague. Enfin, C'est drôle. Oui, non mais On sent Ne te que vous diminue vivez pas. ensemble tous les deux parce que vraiment les connexions se font très vite. Nous, on a vraiment été sur un autre espace-temps le temps de comprendre cette mécanique. Il faut D'accord. s'habituer au côté sur la lune de Théo, hein, donc il y a quand même une navette à prendre pour comprendre ce qu'il raconte des fois. Mais ça fait toute la joie de vivre avec lui. hypocrite. Attends, j'essaie de rattraper le coup là. Lucie, tiens, raconte-nous quelque chose que tout le monde ignore sur toi. Mon prénom c'est Lucie, mais pendant 24 ou 48 heures, je me suis appelée Camille. Voilà. Donc, Attends, à ta naissance du coup. oui, à ma naissance, Oui. pas après. Oui, ma mère m'avait appelée Camille à la base, et il y a l'infirmière qui est rentrée et qui a fait oh ben alors, comment elle va la petite Camille? Et ma mère, elle a fait ah non, c'est pas possible, on change. Voilà. Valentine. Je sais jouer à Mario Kart Double Dash. Double Dash. Mario Kart Double Dash. Avec mes pieds. Pardon? Je l'ai vu faire et j'ai même eu l'occasion d'être humilié parce que moi je joue avec les mains et Je jouais avec mes pieds. et elle finit première en 150 cc, tu vois, genre Oh non, Mais- on n'était pas en 150, on c'est était pas en possible. 100. Mais ça, c'est pas un don inné, il faut de l'entraînement. Bah, Du pourtant, coup- pas tant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Qu'est-ce qui qu'on s'est en passé vient dans ta tête pour arriver à tenter ça en fait? C'est ça le cheminement. de Je crois pensée. que c'était beaucoup trop facile. J'avais pas de concurrent. Oh, la Deuxième condescendance. humiliation. Après, si c'est un chimpanzé, tu aurais des mains à la place des pieds, du coup, peut-être qu'en fait, c'est ça. Ça, les gens ne le sauront pas. Nous allons passer au premier module de cette émission qui s'appelle Flash Portrait. J'ai été auto-surpris par mon propre générique que j'ai rajouté il y a une heure, donc Waouh. Metallica? libre de droit. Musique de libre de droit. Ok. Oui. Qu'est-ce que c'est que le flash portrait? Je vous pose des petites questions rapides, à chaque fois deux choix, et vous me dites juste quel est celui qui vous représente le plus. Si vous avez envie de rajouter une petite phrase, ben vous la rajoutez. On va commencer par toi, Lucie. D'accord? Alors attention, pour toi le voyage, c'est souvent ou rarement? Souvent. Organisé ou à l'arrache? Les deux, Ah, entre deux, j'accepte. Allez. Très loin ou proximité? très loin. Luxe ou sac à dos? Sac à dos. Plage ou montagne? Les deux. Pas un en préférence. Bah, c'est mieux si je peux avoir les deux pendant le même voyage, quoi. Ah, il y a des pays qui ont les deux. Travail ou perso? Perso. Ok. Théo, à ton tour. Mhm. Attention, le voyage pour toi, c'est souvent ou rarement? Souvent, Organisé ou à l'arrache? à l'arrache. À l'arrache. Pas de surprise. Pas de... pas de négociation, d'accord. Très loin ou à proximité? Très loin. Luxe ou sac à dos? Sac à dos. Plage ou montagne? Montagne. Travail ou perso? Perso. Perso. Valentine, attention. Oui. Souvent ou rarement? Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire souvent. Plus souvent ou que alors, rarement. Souvent. Souvent. Organisé ou à l'arrache? Organisé. Ah oui, très organisé Oui. visiblement. D'accord. Très loin ou proximité? Avant, c'était très loin. Maintenant, c'est plus proximité. À cause de la situation actuelle ou par goût? Non, par goût. D'accord. Riche ou pauvre? Avant riche, maintenant. Oui, donc luxe ou sac à dos, effectivement, c'est une autre manière de reformuler cette question. Entre les deux. Entre les deux, d'accord. Donc elle gagne bien sa vie. Plage ou montagne? Les deux. Les deux. Travail ou perso? Les deux. Ok, d'accord, donc les deux quasiment à chaque fois. Donc des profils quand même, mine de rien, assez différents. Même si visiblement vous partez tous un peu très loin, à part Valentine, un peu proximité. Vous, pourquoi très loin à chaque fois? Parce que je me dis que je pourrais faire ce qui est plus près quand je serai plus vieille, alors que je pourrais pas faire ce qui est plus loin quand je serai plus vieille. Ouais. C'est clair ou pas ce que je dis? Alors oui, ça se tient. Je me suis toujours demandé si c'était un argument recevable, parce que quand on est vieux et fatigué, c'est sûr que taper 10 heures d'avion, enfin il y a des choses qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, même en France. Et incroyable, tu vois, tu vas peut-être pas faire tout le Saint-Jacques-de-Compostelle, qui va d'ailleurs très loin, ou je sais pas, des grosses randonnées comme ça, quand tu auras 90 ans et que... Ouais, bah en fait, c'est surtout, je vois ma mère qui, elle, juste l'idée de... Parce que j'ai habité en Nouvelle-Zélande pendant pas mal de temps.
Et ma mère n'est pas venue me voir une seule fois parce que justement c'est trop loin et qu'elle n'avait pas la force ni le courage rien que de faire l'avion en fait, d'aller jusque-là. Donc je me dis, j'aimerais dans l'idée voyager jusqu'à ces âges-là, et je sais que du coup je serais potentiellement aussi fatiguée par la vie à ce moment-là et que ces régions-là du coup me seront accessibles du fait de ma condition physique à ce moment-là. Et c'est tous les ans tu essayes de te faire un voyage ? Plusieurs fois par an j'essaie de me faire un voyage. Plusieurs fois donc par an, des beaux voyages lointains. Je tiens pas en place en fait, donc plus de 3 mois à Paris et je prends un billet d'avion et je pars la semaine qui suit, quoi. Comment tu choisis les destinations ? Qu'est-ce qui t'influence ? Il y a des destinations que j'ai en tête depuis pas mal d'années, qui m'ont fait rêver depuis longtemps, etc. Donc j'ai une petite liste sur mon téléphone, mais après j'ai aussi des coups de cœur où tout d'un coup je fais en fait c'est là. Je suis partie par exemple au Guatemala l'année dernière et dans la nuit j'ai rêvé du Guatemala, le lendemain j'ai pris des billets. Impulsif, du coup, on dirait ça comme ça. Ouais. Ah oui. Et tu disais mi-organisé, mi à l'arrache, c'est ça ? Ouais. Parce que, en fait, je fais pas mal de recherches en général avant d'y aller. Parce que j'ai fouillé les blogs. J'ai toujours mon petit guide du routard pour me donner quand même des idées pas de destination, mais d'itinéraire en tout cas dans le pays pour pas être complètement paumé. Mais après, quand je suis sur place, en général, je suis le flow. En fait, je vais pas forcément suivre le plan que je m'étais fait, et ça va être dû à l'arrache sur place, en fait. Oui. Donc c'est quoi, tu boucles les premières nuits Je boucle la première nuit. Ouais, juste la première nuit, Ouais. puis après t'as des idées des points de chute, puis C'est tu ça, vois ouais. si Je tu sais y passes quelle ou ville pas. où je veux aller, puis après c'est de toute façon au fur et à mesure des rencontres que je vais faire sur place où je vais me dire je vais les suivre dans telle ville, ou finalement j'ai entendu parler de ce truc-là, je vais plutôt me faire un petit détour par là, et en fait mon circuit en fait évolue tellement quand je suis sur place que si j'organise de trop, je me bloque pas mal. Ça te crée pas des frustrations ? Parce que du coup, il y a des choses que tu as envisagé de faire dans ton voyage que tu pourras pas faire parce que finalement tu vas suivre le flow qui va t'emmener plus loin, ailleurs. J'ai toujours réussi à tout faire parce que je pars assez longtemps aussi en général. Combien de temps ? 1 mois, facile. Oui. Et en fait, j'ai déjà eu le truc où je me suis retrouvée à devoir à perdre quand même pas mal d'argent parce que j'avais booké tous les billets d'avion, tous les trucs, et j'ai tout annulé parce que j'avais un autre plan qui me paraissait vachement plus cool à faire. Donc maintenant, je préfère justement pas trop organiser pour avoir cette liberté de choisir au fur et à mesure. D'accord. Valentine, toi, ça te fait flipper ce genre de Oui. d'organisation ? Tu disais que toi, tu étais très organisée. Ouais. Je pense que j'ai hérité ça de ma mère parce que j'ai beaucoup travaillé avec ma mère. Une entreprise familiale, je dois dire. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents, vraiment de très très jeune à il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était toujours des voyages que ma mère en particulier organisait de A à Z, bookait un itinéraire très précis, chaque nuit ou en hôtel, ou bref, chaque nuitée. Et il n'y avait pas de surprise, quoi. Tout était dûment pesé pour rentrer dans les budgets aussi, j'imagine, parce que comme on était 4... oui, c'est sûr que tu contrôles bien différent. mieux ton budget quand tu sais Voilà. ce que tu fais au millimètre. Donc je pense que j'ai hérité de ça. Et tu t'es déjà retrouvé dans une situation beaucoup plus à l'arrache ou Beaucoup plus, non. Non. non, je prends les devants et j'organise. Non. Bon, après, maintenant, je me laisse des marges à l'arrache. Et c'est bien pour commencer, je trouve, de se faire des marches. Enfin, moi, j'ai pas les mêmes parents que toi, mais j'ai... Bon. Oh mon Dieu. Mais tes parents sont pareils, oui. Mais mes parents sont pareils, c'est ça que je voulais dire exactement. Pendant un demi-centième de seconde, là, c'était... Et effectivement, les premiers voyages que j'ai eu l'occasion de faire, j'avais tout fait au millimètre, et finalement, tu te rends compte que c'est une véritable prison parce que t'as tellement de choses que tu as envie de vivre ou d'opportunités qui se déroulent devant toi le moment où tu es sur place que tu peux même pas les saisir. Théo, toi, du coup, totalement à l'arrache, ça veut dire que tu prends aussi tes billets la veille pour le lendemain Non, je peux les prendre à l'avance parce que question de budget. Ouais. Et j'ai aujourd'hui la chance d'avoir un métier qui me permet en gros de partir un peu quand je veux, pour peu que j'anticipe, j'ai pas de période précise. Par contre, je déteste lire des choses, regarder des images sur là où je vais. C'est-à-dire que moi je suis assez passionné par la géographie, donc je regarde des cartes, je vois vite fait le type de climat, d'environnement, de relief qu'on peut avoir, mais
je vais m'acheter un guide quand même, je boucle la première nuit et puis je le feuillette dans l'avion et après je vois sur place. Moi j'aime bien les destinations qui bousculent un peu. Alors des fois c'est pas forcément agréable. De toute façon pour moi le voyage c'est un peu une fuite. J'espère y trouver des trucs mais je me fuis moi-même en même temps. Et mes plus beaux voyages c'est toujours dans la nature un peu brutale, un peu sans concession. Les grands déserts, les montagnes avec beaucoup d'altitude. Je suis pas du tout plage, aller me faire griller au soleil, c'est le truc le plus chiant à mourir qu'on puisse me proposer. Donc il faut que ce soit quelque chose qui... Donc c'est se confronter à la nature. Il y a ce côté confrontation à la nature, c'est pas forcément des musées. Je voyage beaucoup plus pour la nature que pour la culture. Ouais. J'ai fait quelques voyages qui étaient très culturels, mais en fait je me lasse relativement vite parce que j'ai l'impression de pas avoir les clés de lecture des sociétés qu'on visite. Qu'un livre me fournira sûrement plus d'informations que passer 3 semaines en Inde. Ce que j'ai fait, mais en fait au bout d'un moment j'ai l'impression de plus en retirer énormément. Donc c'est pas aujourd'hui ce qui m'attire le plus. D'accord. D'ailleurs toutes les deux, vous c'est plutôt la culture qui va vous attirer, plutôt la nature justement. Parce que quand il dit les plages se dorer au soleil, c'est pas non plus l'idée que je me fais quand je me dis je veux voir de la plage en fait. Il y a des gens qui font ça et qui vont à l'autre bout du monde en République dominicaine pour passer 3 semaines. J'ai l'impression qu'il pensait j'ai l'impression qu'il pensait à autre chose quand tu dis République dominicaine parce qu'il y a quand même une grosse histoire d'exploitation sexuelle là-bas. Donc je me dis il y a des gens qui partent pour le monde pour aller en République dominicaine pour vivre les petits plaisirs de ou la à vie. Maurice disons pour explorer goût bulgare. Tu montes après. Oui. Mais on peut expliquer aussi pourquoi goût bulgare. On a pris un thé avant le début de ce podcast qui était goût russe d'ailleurs. On s'est interrogé sur comment on définissait le goût russe. Et du coup, on a traité un peu de tous les produits qui avaient des goûts... Des goûts associés. C'est intéressant, il y a des pays qui ont peu de clichés, ou voire pas de clichés. Et je pense que la Bulgarie fait partie des pays qui, à part le yaourt, goût bulgare, non. Ah, oui. Moi, ça me fait penser à Harry Potter, Adam Strong. C'est la seule image que j'ai de la Bulgarie. Tu sais, l'école... La Victor Crumb qui débarque. Voilà, c'est ça. Avec des grosses fourrures et de la couleur rouge. C'est tout ce que je me sens tellement moldu dans cette conversation. Est-ce qu'on est obligé d'aller loin pour être un voyageur ? Pas du tout. Non, il y a un truc très prétentieux à penser. Et on a, je pense, un peu tous d'ailleurs cette tendance à cocher des cases, à se dire je suis allé là, j'ai fait ça. Rien que cette phrase, j'ai fait. Alors d'ailleurs, je me permets juste de faire cette intervention, c'est que dans le podcast, dès que quelqu'un dit j'ai fait un pays, j'ai un petit petit buzzer qui intervient. Voilà, comme c'est ça. bien ça. J'oublie parfois, mais effectivement, oui, on coche des cases aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, il y a un truc de consommation. Du tourisme, plus que pour moi on peut dissocier tourisme de voyage. Enfin, dans mon esprit, un grand voyageur n'est justement pas un grand touriste. Donc ce serait un curieux finalement de ce qui l'entoure, mais hors de chez lui. Ça peut être la rue d'en face. C'est une bonne destination. Une bonne destination. La rue d'en face, c'est une bonne destination. Une bonne décision. Quelles ont été du coup sur les plus belles destinations ? Toi, tu parlais de désert, tu parlais de nature très. Donc quand je dis toi, je te montre du doigt, mais c'est Théo, évidemment, puisque vous ne le voyez sans doute pas. Il y a des destinations, des lieux que tu aurais envie de conseiller comme ça, qui ont été une vraie claque. Quel désert, par exemple ? Le désert de Bolivie. Là, c'est une claque visuelle. Le Salar d'Uyuni. Ouais, et toute la région qui est autour, qui est très très vaste et vraiment très très aride et qui propose un ciel qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde, quoi. Il y a une pollution lumineuse réduite à néant, l'air est sec et vous êtes à 4000 mètres d'altitude, donc et en plus dans l'hémisphère sud, là où le ciel est le plus beau. Et après, oui, moi j'aime bien les trucs un peu bruts, mais l'Islande, j'ai trouvé ça incroyable. Et mes émotions les plus fortes, je dirais, c'est plus au Népal, mais parce que c'était associé à de la marche, donc en fait c'est des montagnes qui sont impressionnantes, mais en soi qui diffèrent pas vraiment des paysages qu'on peut voir dans les Alpes. C'est juste que tout est beaucoup plus démesuré. Mais vous allez avoir des pins, c'est juste que la limite des arbres elle est à 4005 alors que chez nous elle est à 2000 mètres d'altitude. Mais on peut se retrouver vraiment écrasé en fait. Il y a typiquement il y a des endroits où la vallée c'est une espèce de
de plaine alluviale, mais qui est quand même à 2000 mètres d'altitude, très plate dans laquelle on peut marcher. Et à côté, on voit littéralement des sommets qui font 8000. Donc là, on a 6 km en fait au-dessus de nous, qui sont visibles à Chamonix. Bon, déjà, en fait, même dans la vallée, on ne peut pas voir le Mont Blanc parce qu'on est trop près des parois. Mais dans les Alpes, c'est très rare qu'il y ait plus de 2000 mètres qui nous surplombent. Valentine, ton plus beau voyage? Mon plus beau souvenir de voyage, c'est la mer Rouge en Égypte, où j'ai passé pour le coup 2 semaines, non pas sur la plage, mais vraiment dans l'eau, en masque et tuba, snorkeling ou en plongée, à voir des espaces marins extrêmement protégés, extrêmement riches et absolument magnifiques. Je ne sais pas à quelle tête ça a maintenant, par contre, parce que c'était il y a 15 ans. Les choses évoluent assez vite. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de retourner Vous êtes du genre à retourner dans des pays dans lesquels vous avez déjà été, ou c'est à chaque fois une nouvelle destination d'ailleurs? Moi, les seuls endroits où je suis retournée, il y a eu le Japon, l'Indonésie et l'île de la Réunion. Le Japon, j'ai pas vu de grands changements. Pourtant, j'y suis allée avec 10 ans d'écart. Ah oui. La plus grosse évolution que j'ai vue, c'est juste qu'il parlait anglais maintenant. C'est quand même vachement plus pratique. J'avais quand même étudié le japonais pendant 1 an avant d'y aller. Donc là, j'avais plus besoin, c'était bien. C'est ça pour comprendre qu'il parlait anglais. Merde. Non, mais c'est trop bien maintenant. Enfin, c'est vachement plus facile en fait. Et à côté de ça, l'Indonésie, c'était déjà extrêmement touristique quand j'y suis arrivée. Le seul truc où j'ai eu une claque, au final, moi, c'était la Réunion. Parce que quand j'y étais allée, c'était déjà un petit peu touristique, mais c'était pas non plus comme c'est maintenant, j'ai l'impression. Où je me suis retrouvée à avoir... Il y a un truc qui m'avait vraiment choquée. On était passé un peu dans les terres pour aller à une ferme de manguiers. Là où il y a des mangues. Et on passait près d'un petit moulin où il y avait tous les créoles qui se baignaient. Et je me souviens, on était passé dans notre voiture, il n'y avait personne, il y avait juste les créoles qui étaient là. J'avais trouvé ça trop beau comme endroit, mais on ne s'était pas arrêté parce qu'on ne voulait pas déranger. Et quand j'y suis retournée, c'était 2 ou 3 ans plus tard, cette même rue, j'étais repassée parce que je voulais montrer à des potes où est-ce qu'on allait chercher les mangues. Et la rue était pleine de voitures de location avec toute une lignée de touristes blancs qui prenaient en photo les gamins en train de se baigner, quoi. Donc ils n'allaient même pas se baigner, c'était attraction touristique pour prendre en photo les gens. Ça, c'était le choc, vraiment. Ouais. J'aimerais qu'on passe au petit module suivant qui s'appelle le Jingle Quiz. Vous allez essayer de deviner une habitude insolite d'un pays. Vous jouez les uns contre les autres. Celui qui trouve la bonne réponse, celui ou celle d'ailleurs qui trouve la bonne réponse, gagne l'immunité. Ensuite, je rejoue donc avec les 2 personnes qui n'ont pas trouvé la bonne réponse, et celui qui va perdre cette manche-là, aura un gage. Celui ou celle toujours, évidemment. C'est pas forcément Théo qui va perdre. On est d'accord. Pourquoi il me regarde comme ça? Une chance sur 3. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes concentrés? Oui. C'est parti. En Espagne, dans la ville de Castrillón de Mercha, merci pour l'accent, en quoi consiste la course El Colacho? Sachant que c'est une course qui date de 1620. C'est pas là où il faut fuir. En fait, il y a tout un troupeau de vaches et dans des rues piétonnes, et les gens courent juste devant les vaches. Alors non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a plusieurs, on va dire, courses différentes, mais il n'y a pas d'animaux impliqués dedans. Donc c'est que des gens qui courent. C'est que des gens qui courent. Est-ce que c'est des adultes ou des enfants? Ah, alors il y a les deux, mais ceux qui courent, c'est les adultes. Donc c'est les adultes, c'est les enfants qui essaient d'attraper les adultes? Non. Je sais pas, c'est une course avec les parents avec leurs enfants sur le dos et voilà. Non. Il faut vraiment essayer d'aller très loin dans sa tête pour trouver ce que c'est que cette course. Les adultes qui tirent les enfants en charrette? Non. C'est trop soft ce que vous proposez. Il faut concevoir le plus d'enfants. Voilà, tu as été trop loin. Alors c'est un entre-deux, ça se passe quelque part au milieu. Est-ce que c'est avec des nourrissons? Oui. Est-ce qu'il faut courir avec des nourrissons dans les bras? Non. Est-ce que c'est les nourrissons qui courent avec les parents sur les bras? Voilà, là vous commencez à faire preuve d'imagination. Alors effectivement c'est en lien avec les deux, mais non, c'est pas ça. C'est hardcore, c'est... Oui, c'est super difficile. C'est une course difficile. pour familles nombreuses et tous les enfants de la famille doivent porter la maman.
Il y a tellement de super courses organisées, vraiment, vous êtes super. Est-ce qu'il y a un nourrisson qui se fait passer de bras en bras, d'adulte en adulte? Non, mais il y a du danger comme ça là-dessus. Et je vous donne un indice. Il y a dans cette course l'utilisation de matelas. Est-ce que c'est un lancer de bébé? J'ai la même. La même image. Ce serait formidable. Mais Non. c'est pas trop une course, Alors du coup. c'est pas un lancer de bébé, mais on s'en rapproche. Est-ce que c'est un rugby avec un bébé? Il faut plaquer le bébé au sol. Non. Ça reste une course. Ça reste une course. Oui, mais tu cours ou dans le football américain. Il y a des gens qui kidnappent ton nourrisson, il faut que tu lui cours après pour le récupérer. Non, on dirait que le bébé est statique. Il faut courir sur des bébés. Mais les bébés sont eux-mêmes recouverts de matelas. Vraiment, la piste est très bonne. Tu es très près de la réalité. Est-ce qu'il faut faire un parcours d'obstacles de bébé? Ah, Je pense qu'il est temps de préciser de ne tenter pas ces expériences. Ou alors avec vraiment des bons matelas, parce que finalement c'est ça qui fait la différence. J'ai envie de te l'accorder, Valentine, parce que c'est extrêmement dur de deviner. Calmez-vous, foule en délire. Merci. C'est extrêmement dur de deviner, mais oui, c'est un parcours d'obstacles. En fait, pour tout vous dire, c'est une course où les hommes sont habillés en jaune, déguisés en diable, et ils courent le long d'un parcours, et sur des matelas sont allongés des nourrissons de moins d'une année, et ils doivent sauter par-dessus les matelas, et il y en a à peu près tous les 15 mètres. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qui a lieu tous les ans depuis 1620. Il y a combien de morts de nourrissons J'ai chaque cherché année les statistiques, j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, bravo Valentine. Bravo pour avoir... bon, vous avez bien travaillé tous ensemble, hein, mais t'as été la plus proche. Du coup, Lucie et Théo, ça va se jouer entre vous la deuxième. Bah tiens, justement, ça se passe en Inde. Attention, c'est parti. En Inde, donc, quelle est la particularité de la ville d'Auroville? C'est une matriarchie. Non, mais la piste est bonne. Qu'est-ce que ça pourrait être? On est dans un monde, d'accord, dans un pays qui a décidé de faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait retirer du monde actuel? Qu'est-ce qu'on pourrait Les faire salaires sont évoluer égaux. du monde? Bah, ça, je pense que ça en fait partie. On impose une espérance de vie identique pour tout le monde. Du coup, à 75 ans, voilà, c'est fini. Midsommar. Non, mais vous êtes vraiment pas loin. Vous êtes vraiment pas loin. Si on n'arrive pas à trouver, on est enfermé dans ce jingle. Oui, c'est ça. Je le ferai en accéléré après. One eternity later. C'est que du troc. Non. C'est parfait, on va jamais trouver. Et les deux, vous aurez perdu. Et bah, tu sais quoi, on va faire ça comme ça, voilà, exactement. Je décrète que vous perdez tous les deux. J'ai donné vachement plus d'idées que Théo en plus. Vas-y. Bah oui, c'est vrai. Excuse-moi, je prends le temps de réfléchir, je ne ressors pas des trucs comme ça. Mais t'étais vachement prêt. Alors, c'est une communauté universelle, sans politique, sans croyance et sans... Je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Ah, j'ai failli dire un moment sans état. Et sans nationalité. Ah purée. Ça a été donc validé par, je crois, plus de 124 pays qui ont accepté de créer ce monde. Et il y a d'ailleurs 124 gosses, donc un de chaque pays différent, qui sont venus jeter une pelletée de terre à un endroit pour la création de ce donc pays. C'est un pays sans nationalité. Sans nationalité, sans religion. En fait. Exactement. Et semblerait-il que ça marche théoriquement pas trop mal. Mais en tout cas, moi, c'est pas la première fois que j'entends parler comme ça d'endroits sans état. En Oui. fait, je sais plus si j'avais vu un documentaire là-dessus ou quoi, mais je crois que c'est en Amazonie surtout où les populations de la forêt fonctionnent sans état en fait, où du coup t'as pas de leader, tu vas avoir des aînés en fait qui vont proposer des trucs, mais du coup le chef d'État, il n'y a pas de chef d'État qui décide tout pour tout le monde, c'est vraiment quelqu'un qui va proposer et le peuple qui décide vraiment, et du coup il n'y a pas ce côté nation. Un peu comme en Corée du Nord. Tu me fatigues, mec.
Parce que c'est pas tout le temps la même personne qui propose. C'est ça la petite nuance. Voilà. Donc vous allez devoir Ouais. raconter une petite anecdote, et pas des moindres, puisque... Je trouve ça discutable que tu les fais gagner. Hein. Je- Oui, c'est vrai que je pense que j'étais aussi Ouais. près de la réponse, parce que bon, Théo a perdu, c'est sûr. Mais moi, Je sais pas si vous vous connaissez, mais en tout cas, je ne connais pas cette personne. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Il n'y a absolument rien qui nous relie. Ce n'est pas parce que... on est chez vous que... Ouais. Bien, je vais boire une petite gorgée. En attendant, tiens, Théo, raconte-nous Oui. ton anecdote la plus inavouable. Ça peut être la plus gênante, ça peut être... la plus gênante, mais... Allez, j'en ai deux. Une soirée très arrosée, donc toujours en voyage, on est obligé. Hein. Oui, Le soir oui, où oui. il a compris pour la pomme d'Adam. Non, c'était bien plus tard, mais à Ushuaia, avec mon cousin, on s'est fait inviter. Alors, on avait eu la bonne idée d'y aller en hiver, donc il n'y avait pas grand-chose qui se passait. On s'est fait inviter par des jeunes du coin et ils nous ont emmenés en bus très loin d'Ushuaia, enfin bien 1 heure de bus. Et ils avaient organisé leur propre soirée, donc on s'est retrouvés dans une maison et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés ailleurs. Et je me suis réveillé dans un endroit dont je ne connaissais personne, avec visiblement la seule communauté de punk de toute la ville d'Ushuaia. Il y a donc des punks à Et il y a des Ushuaia, punks à Ushuaia. qui est la ville la plus J'étais australe à- du monde, hein, on le Ouais, précise. enfin, il y a une base militaire techniquement. chilienne qui est plus au sud, mais Alors, accessible, au tout public. ouais, accessible au public. Les punks n'y vont voilà. pas, par exemple. Et toi, Lucie, une petite anecdote un peu gênante Ben, moi, j'ai rien d'aussi gênant que Théo, clairement. mais- Non, tu n'es pas aussi capable d'assumer que moi. Non, mais vraiment, alors pour le coup, j'ai fouillé parce que je me suis préparée à perdre avant de venir. Et- Belle Et j'ai mentalité, galéré. bravo. Alors bon, moi, le seul truc qui me vient, mais c'est même pas inavouable parce que c'est un truc que je raconte aussi. Mais quand j'habitais dans ma voiture en Nouvelle-Zélande, le soir, j'avais moyen envie de sortir dans le froid et la pluie pour aller faire pipi. Alors du coup, je m'étais coupé une bouteille d'eau de 3 litres en deux et je faisais pipi dans ma bouteille, mais j'avais pas envie non plus de déplier mon lit, donc je devais faire pipi accroupi au-dessus de mon lit avec 50 cm de haut. Et c'était assez athlétique. J'y arrivais pas à tous les coups. Parce qu'on pense pas assez à ses appuis, par exemple, sur C'est le con- matelas. bah, ça c'est pas bouge. stable, hein. C'est pas stable et c'était pas haut et c'était petit comme truc à viser. Et t'as toujours réussi à viser la bouteille. Pas vraiment, non. Et on plaint ceux qu'elle a invités dans sa voiture. Écoute, on marque son territoire comme on peut, je ne sais pas. C'était ma voiture, de toute façon. La voiture, c'est mon lit, tu viens pas. Mais c'est une très jolie anecdote. C'est merveilleux, oui. Moi, je la trouve beaucoup plus gênante que finalement celle de, celle de Théo. Je suis sûr que t'avais dit que t'avais 2 anecdotes, Théo. C'est Non, quoi mais la l'autre, deuxième c'était histoire de jeter un froid. Parce que Ah, mais oui, jette un froid, s'il te plaît. Au Cambodge, j'ai pu assister à une noyade juste devant nous, alors qu'on était à 1h30 de marche de la petite bourgade autour de laquelle il y avait vite fait un centre de secours. Et donc, la pauvre fille qu'on a essayé de ramener avec un Allemand qui était là est décédée en face de nous. Voilà. Et histoire de rappeler que dans ces pays-là, alors qu'en fait c'était malheureux puisqu'on l'a ramené assez vite avec un semblant de matériel, nous on connaissait très peu les gestes de premier secours. D'ailleurs, j'invite tout le monde à quelque part Apprendre à passer son s'intéresser, brevet ouais. de secourisme. Mais en fait là pour le coup le cœur s'était arrêté, donc avec un défibrillateur elle aurait peut-être pu repartir, mais le temps que les gens arrivent c'était mort cérébrale. J'ai une anecdote similaire, profitons-en, à La Réunion, lors d'un festival de théâtre. C'était la dernière soirée du festival et tout le monde faisait un petit passage, tous les artistes qui avaient participé à ce festival, donc c'était une super ambiance. Et il y a un artiste qui est passé, qui a fait un chant en corse absolument extraordinaire, et lui était chansonnier aussi, excellent comédien, et il sort et il fait en fait un arrêt cardiaque. Le seul truc, c'est que moi j'ai un pote qui était à côté, qui a commencé tout de suite à aider, à faire le massage cardiaque aussi. Mais pendant ce temps, dans la tente à côté, la fête continuait, mais parce que les gens ne savaient pas ce qui se passait. Et donc, comme il y a quelqu'un qui vient pour demander s'il y a un médecin dans la salle, les gens se doutent de quelque chose, mais ne se rendent pas compte de l'importance. Donc, du coup, il y en a un autre qui fait une annonce derrière en disant « D'ailleurs, puisque c'est le moment des annonces, moi, je vends une armoire Ikea. » Et la soirée s'est terminée en eau de boudin, évidemment, puisque les secours sont arrivés. Il a fallu annoncer qu'il fallait que les gens s'en aillent. Et c'était très étrange d'avoir cette dualité d'émotions, finalement, qui se percutaient. Et c'était
assez tragique, mais ça nous fait un très joli pont pour parler un peu C'est bien fini ou pas Non. Malheureusement pas. il est décédé. Après, ce qui est joli, c'est que il a dit, moi je m'en fous, tout ce que je veux, c'est pouvoir mourir à la Réunion en quelque sorte. Alors c'était pas les mots exacts, mais c'était l'idée. Et donc du coup, en quelque sorte, on peut dire qu'il a réalisé son rêve. Trop tôt, certainement, oui. C'est un phrasé particulier. Là. Il a réalisé son rêve, il est mort. Il est mort à la Quelque Réunion. part, c'est une belle sortie. Après être monté sur scène pour chanter une polyphonie corse, il y a quand même pire. Mais ça me donne envie de faire le pont avec de parler des accidents en voyage. Je pense qu'on est dans la bonne dynamique. Je veux dire, bon, c'est funky, on parle de mort. Non, mais c'est des sujets à aborder aussi, ça peut arriver. Tu disais, toi, Lucie, que tu avais eu un accident en voyage. Tout à fait. Raconte-nous. Alors, c'est quand j'habitais en Thaïlande. J'allais à mon rendez-vous Tinder et j'ai eu un accident de scooter. Trop d'informations en une seule fois. Arrêtons-nous un peu sur la première partie. Donc déjà, tu étais en Thaïlande, d'accord, en vacances. Non, j'habitais là-bas. Mais attends, tu habitais dans combien de pays différents? Tu habitais en Nouvelle-Zélande, tu habitais en Thaïlande? J'habitais en Suisse aussi un petit peu. D'accord. Moins exotique, mais très cool aussi. Beaucoup moins exotique, mais et puis la France, non, c'est juste ces 4-là. D'accord. Donc là, pas d'autres surprises. Tu habitais en Thaïlande. Ouais. Qu'est-ce que tu y faisais? Je payais un petit loyer et je travaillais pour Paris, donc c'était bien. Ok, Voilà, oui. c'était pour donc ça que bon j'étais là-bas. C'était clairement pour économiser de l'argent que j'étais là-bas. Et voilà. Du coup, je faisais des dessins animés, mais en payant 80 € de loyer par mois, quoi. D'accord. Et donc, tu recherchais l'âme sœur sur Tinder? Tout à fait, tout à fait. Assurément. Parce que Tinder, c'est là que ça se trouve, hein, clairement. Et donc, tu tombes sur la perle rare, tu enfourches ton scoot. Mais ni une ni deux. J'étais déjà pas très forte en scooter. C'était la première fois que je conduisais des scooters en Thaïlande. J'avais pas d'expérience avant en France de ça. Mais du coup, je roulais très lentement. Mais il y a un mec qui m'a bloqué la route au dernier moment. J'ai pas eu le temps de freiner. Donc, j'ai fait mon petit vol plané, roulé boulet. Et quand j'ai relevé la tête, j'étais sous la bagnole. Donc, c'était un bon souvenir. Le mec me propose de m'amener à l'hôpital, sauf que j'avais mon téléphone, mais j'avais pas de crédit, j'avais rien pour appeler, et comme j'habitais en colocation, il fallait que je puisse prévenir des gens si j'étais à l'hôpital, ce que j'aurais pas pu faire si j'y étais allée. Donc je lui ai demandé de me ramener chez moi, parce que j'étais à 5 minutes de chez moi, hein, du coup, quand on dit que les accidents arrivent près de chez vous, là c'est vrai. Et donc il m'a ramené en m'insultant, parce qu'apparemment c'était de ma faute, hein, parce que j'y voyais plus rien et tout ça, donc c'était sympa. Et je vais la faire un peu plus courte parce que sinon je vais passer des heures à raconter ça et c'est un petit peu chiant. Mais en gros, ça s'est conclu par j'ai eu une fracture avec de la rotule, avec des placements et une fracture du poignet, mais qu'ils n'ont pas vu, que j'ai gardé pendant les 6 mois que je suis encore restée en Thaïlande après ça. Et c'est qu'en rentrant en France qu'on a vu que j'avais le poignet pété. Et tu t'en es pas rendu compte, toi j'avais perdu le grip, je pouvais plus ouvrir de porte. Comme ça. C'était la main gauche. Ah oui. Mais ouais, non, c'est juste j'avais perdu le grip, mais en fait, ce que m'a expliqué le médecin, c'est que mes os se sont déplacés dans mon poignet et du coup après j'ai pu récupérer le grip au fur et à mesure parce que 6 mois c'est long et puis j'ai continué de voyager avec ça. Je suis allée escalader mon petit volcan en Indonésie, je me suis amusée quoi. Mais voilà, du coup c'est vrai que en rentrant en tout j'ai eu 4 opérations pour gérer tout ça avec des broches, enlever les broches, remettre les trucs, voilà. Valentine, un souvenir traumatisant de voyage à partager? T'es pas obligé d'en avoir, hein. Attention. Non, je crois pas. Quelle chance tu as. Si, alors pas pour moi, mais j'ai eu très très peur pour quelqu'un de ma famille, j'ai eu très peur pour mon papa. C'était sur ce fameux voyage en mer Rouge où on avait pris un bateau pour aller voir des dauphins, je crois. Et comme on n'en voyait pas, on s'amusait autrement, on picolait un peu et puis on faisait des concours de plongeon. On s'amusait un peu, on picolait. On picolait sur le bateau. Tu avais quel âge à l'époque? 6-8 ans. Non. Quelle famille. C'est 12-13. J'étais trop bourré, je me souviens pas. Non, je pense que je picolais pas moi. Je dois confondre avec autre chose. Champomy, tu peux avoir. Bref, on faisait des concours de plongeon depuis le haut du bateau. C'était bien 5 mètres de haut quand même le saut. Et pas de problème, on s'amuse et tout machin. Et à un moment, mon père plonge.
Et je le vois dans l'eau avec un bras derrière qui flotte et il nage qu'avec un seul bras. Et je le regarde et je comprends pas et je fais à ma mère « Maman, je crois que papa il s'est déboîté l'épaule. » Et ma mère est complètement paniquée alors que moi je comprenais pas ce que je voyais. Il tournait en rond. Et j'ai juste en tête cette image de mon père avec l'épaule derrière lui, quoi. Qui essayait de remonter sur le bateau et tout. C'était une vision assez horrible, mais mon cerveau a fait un stop en mode maman, je crois que papa et ma mère complètement paniquée. Heureusement, il y avait un médecin allemand dans un bateau qui était un peu plus loin, qui lui a pu lui remettre directement pour pas que. Comme dans Les Bronzés, pour pas que ça devienne froid, quoi. Ouais, tant que c'était chaud, il fallait. L'arme fatale. Ah oui, aussi. Mais lui, il se la remet. Enfin, il se déboîte les épaules tout seul et il se les remet, ouais. Voilà. Ouais, donc mon père a passé le reste du voyage avec un petit. Comment ça s'appelle ? Le bras en écharpe. Ouais, le bras en écharpe. Ouais. Très sympa. Sympathique. Nous allons pouvoir passer à la suite qui est mensongerie. Alors, mensongerie, c'est quoi ? Je vous ai demandé de préparer 2 petites anecdotes qui sont fausses et une petite qui est vraie. Qui a envie de commencer ? Alors, j'ai un problème avec vrai-faux. J'ai plus de facilité à trouver des vrais que des fausses. Du coup, il y en aura une qui est un petit peu bizarre au milieu. Et tu nous en fais bien 2 fausses et une vraie. Oui, bien sûr. C'est pas ce que tu disais dans le métro, dans le chemin. J'ai lu. Pourquoi tu n'avais pas lu l'énoncé correctement ? Si. Alors, une fois, quand je suis parti en Inde, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pris une valise à l'aéroport, sur les dépôts de bagages rapides, là, enfin, on les récupère. Et arrivé à l'hôtel, je me suis rendu compte que c'était pas ma valise, qu'elle était exactement identique, mais qu'à l'intérieur, il y avait visiblement des affaires de femmes. D'accord. La deuxième, c'est qu'en Islande, j'ai passé, je dirais, 1h30 à moins de 3 mètres d'un phoque qui me regardait constamment. Et la troisième, c'est qu'en Islande, j'ai passé 1h30 à regarder constamment un phoque qui était à moins de 3 mètres. Fatigue. Ah merde. Elles ont le mérite d'avoir une sorte de banalité fantaisiste très difficile pour trancher. Valentine, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, j'ai envie de croire à la première, parce que je pense que c'est extrêmement probable. Je dirais la première aussi. La première, ouais. Allez, restons sur la première. Tous sur la première. Donc, vous avez tous raison. Je porte actuellement les sous-vêtements de cette personne. Non. En fait, la vraie version, c'est que j'ai bien passé 1h30 à regarder un phoque qui était à moins de 3 mètres de moi. Qui, lui, se contrecarrait le coquillard de ma présence et qui regardait à peu près tout, sauf moi. Il est apparu à 3 mètres ou tu t'es approché Non, en petit fait, à je l'ai petit ? vu au loin, c'était à marée basse et il s'est posé de façon nonchalante. Vous voyez bien la tronche que ça a, cette espèce de boudin construit, enfin des boules de graisse construites autour d'une colonne vertébrale. Et il était posé sur un caillou qui avait tout l'air sauf confortable et de temps en temps, il levait la tête. Alors, je pourrais vous le faire, mais là, il n'y a pas l'image. J'adore mimer les morses. Écoute, mime-le quand même pour la caméra derrière. En fait, donc, il faut tant pis pour ceux qui l'écoutent. Ça fait toujours comme ça. Puis il prend connaissance de votre présence et il se repose. Et petit à petit, je me suis approché et il bougeait pas. Donc, et je suis allé au plus près que c'était possible d'être de lui, parce qu'il y avait quand même un petit peu d'eau. Et donc, je devais être à 3 mètres. Donc après, je me suis posé là et puis je le regardais. Ça me rappelle une petite histoire personnelle en Écosse où justement je pense que c'est une de mes plus grosses frustrations. Il pleuvait en Écosse, on était avec un pote en Irlande, pardon. On était avec un pote en train d'essayer d'aller faire des photos de phoques et ils étaient à, 10 mètres. Et on se met à plat ventre comme ça et on avance tout doucement. Et vraiment pendant 1 heure, sans exagérer, 1 heure, on a rampé sur les cailloux, dans la terre pour s'approcher. À chaque fois, on faisait 10 photos pour au moins si jamais ils partaient voir les trucs. Et après 1h30 où on avance, on n'est plus qu'à 3 mètres. Et le moment où on déclenche notre première photo, il y a un pote qui débarque en marchant normalement, en disant « Bon les gars, moi ça me saoule, je me casse ». Ça fait peur au phoque qui est parti. Et t'es là, tu te dis « Partez seul en voyage. Ne partez jamais avec des amis. Cassez-vous tout seul. » Vous voyagez seul ou en compagnie d'ailleurs ? Cette personne est toujours vivante ?
Oui, mais on se voit moins. Plus, pour te dire. Vous voyagez seul ou en groupe, généralement ? Toujours accompagné. Toujours accompagné ? Ouais. Qui va dans le sens de l'ultra-organisation du voyage ? Non, je pense que tu peux être ultra organisé et partir seul pour autant. Tu partirais seul ? Aujourd'hui, non. Demain ? Demain, peut-être. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, non. Lucie, toi, c'était des voyages seuls ? Surtout seul, ouais. Surtout seul. Grande majorité seul. D'accord. Par envie, choix, par ouais. choix, ouais. Moi, je préfère, en fait, je me trouve... Je me sens moins coincée, en fait, par le côté négociation de ce que chacun veut faire, et je me trouve aussi beaucoup plus libre, justement, de changer d'avis, de changer de trajectoire à n'importe quel moment, et de rencontrer énormément de gens aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus simple quand on est seul, d'aller vers les autres ou que les autres aillent vers nous, que quand on est ne serait-ce qu'à 2 ou plus, parce que y a une espèce de barrière qui peut se mettre... C'est vrai qu'il y a une peur de la solitude quand on voyage seul, alors qu'en fait, on rencontre jamais autant de monde que quand on est seul, parce qu'on est justement à même de croiser. Ouais. Oui, c'est ça, totalement ouvert. Toi, Théo, c'est plutôt seul ou en Les groupe ? deux, mais mes plus beaux souvenirs sont en général liés à les voyages seuls. Ouais. Et après, je vais être très difficile sur les gens avec qui je pars. Du coup, c'est très rare que je parte avec des gens. Donc, C'est quoi les critères ? La richesse et la beauté physique. Non, je sais pas. Je suis parti 2 fois avec un de mes meilleurs amis. Et je rejoins complètement Lucie. On rencontre, ce que tu disais, on rencontre beaucoup plus de gens. Alors après, je sais pas si depuis l'émergence des réseaux sociaux font que aussi les voyages seuls, c'est plus compliqué de rencontrer du monde parce que tout le monde est toujours connecté à son truc. Et aujourd'hui, on ne part pas vraiment tout seul, quoi, à moins de se couper des réseaux sociaux. Vous êtes d'ailleurs très connectés, vous, pendant vos voyages ou pas ? Un minimum. Ouais. Enfin, vite fait, quoi. Une petite Mais, story d'un plat mais de beaucoup pâtes moins qu'au quotidien. moi, j'essaye de tout couper pour le coup. C'est-à-dire que je ne sors plus de vidéos ou alors elles sont programmées. Je regarde plus les informations. Vraiment, c'est blackout des connexions. Et en règle générale, t'es pas quelqu'un d'ultra connecté, toi ? Si, mais je dis peu de choses. C'est-à-dire que paradoxalement, je fais du contenu sur YouTube, mais Insta, Twitter, ça m'énerve de dire des choses pour dire des choses. Je trouve qu'on est toujours en train de chercher quelque chose à dire, alors que la plupart du temps, on n'a rien à dire d'intéressant. Enfin, pour toi. Oui, un contre-avis, Lucie ? Moi, je suis au final, je regarde pas grand-chose de ce que disent les gens, mais par contre, je suis très active. Je mets énormément de stories pour raconter ce que je fais, où je suis. Ouais, partager ne serait-ce que- l'expérience. Ça s'appelle l'ego disproportionné. Mais oui, mais moi, je l'assume. Le règlement de compte de coloc. Tout ça parce que l'un ou l'autre a dû prendre le yaourt goût bulgare de l'autre dans le frigo. Non, mais en fait, comme moi, je communique pas beaucoup en général, qu'avec avec ma famille ou avec mes amis. Je suis pas quelqu'un qui est très connecté. Du coup, en voyage, je vois l'intérêt de le faire justement pour rassurer un peu tout le monde, leur dire non mais voilà, en plus je voyage seule, donc ils ont pas d'autres moyens que moi de savoir si je vais bien. Donc c'est pour ça que je raconte un peu tout ce que je fais de ma journée, puis même moi, ça me fait mes petits documents perso en fait pour retrouver Ouais, ce que ça fait des archives, parce que mine de j'ai rien. mes archives de voyage où je note absolument tout ce que ça m'a coûté, où je suis allée, ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré, les noms des gens que j'ai rencontrés. Et du coup, avec mes stories, ça fait un truc où je peux recouper un peu toutes les informations. Ah oui, donc tu voyages à l'arrache, mais très organisé quand même dans la manière de... Je crois que finalement, il y a toujours un côté très organisé qui surgit quelque part, même quand on est très à l'arrache. En fait, je sais que j'ai une mémoire extrêmement nulle. Je me souviens pas de grand-chose. Et c'est pour ça que j'écris tout, parce que j'ai peur d'oublier ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés aussi, quoi. Tu fais des dessins aussi Ouais. pendant Ouais, alors je le fais pas systématiquement. Je le fais quand je suis seule, quand je suis en voyage seule. Je le fais tous les jours. Je fais une illustration où j'essaie de mettre le highlight de la journée dessus, en fait. Valentine, tes petites anecdotes, deux fausses, une vraie. Ah, oui. J'avais oublié qu'on était dans ce... Oui, on s'est permis une très très grande parenthèse, mais ça collait. Oui. Est-ce que dans la parenthèse, je peux demander, est-ce qu'à un moment, on fera une petite pause pipi ? Oui, absolument. Ouais. C'est juste après ce module d'ailleurs. C'est parfait, voilà. Alors, à 3 ans, c'était mon premier grand voyage en Martinique avec mes parents. Je jouais sur une plage avec un petit seau, une petite pelle. Storytelling. Et mon chapeau s'est envolé
dans l'eau, et donc du coup je suis allée le récupérer dans l'eau, sauf que le courant était assez fort, et donc du coup moi bébé de 3 ans j'ai été emportée vers le large, et voilà, ma mère a tout juste eu le temps d'envoyer son appareil photo avec lequel elle me prenait en photo quand elle a remarqué que j'étais en train de partir sur la serviette de la voisine, et elle a couru pour venir me récupérer, et c'était vraiment tout juste. La deuxième anecdote, c'est que à 9 ou 10 ans, je suis partie à Cuba avec mes parents, et j'ai fait un équilibre sur les deux nez de deux dauphins. En fait, il y avait 2 dauphins qui me soutenaient sous mes pieds, et j'ai fait une traversée de bassin avec 2 dauphins Comme dans les sous les spectacles pieds. du Marineland. Voilà. Ce dont j'ai honte maintenant. Et la troisième anecdote, c'est que à 15 ou 16 ans, je suis allée en... Merde, c'était où ? À l'île Maurice, toujours avec ma famille, et je me suis fait attaquer par une tarentule dans un restaurant qui était situé sur un très haut plateau, alors qu'on était en train d'essayer de regarder s'il y avait des baleines au loin. Il y a une tarentule qui a débarqué et qui a piqué ma voisine. C'était énorme. Pourquoi ça te fait rire, Théo ? Parce que j'ai vécu 20 ans à La Réunion, il n'y a pas de haut plateau à Maurice, ni de tarentule. mais est-ce que c'était une tarentule ou est-ce que c'était une grosse araignée ? Non, c'était une tarentule. Une tarentule. Peut-être Sur dans un un haut vivarium. Bah, en tout cas, sur une grosse hauteur qui était plate. C'est pas sûr. Alors, je sais pas si on peut appeler ça réellement un plateau, mais en tout cas, c'était sur une hauteur qui était plate avec un restaurant posé dessus. Voilà. Moi, je serais partie sur la 3e à la base, mais avec ce que Théo dit, je fais bon bah non. Moi, j'irais celle avec les dauphins. La vraie, celle avec les dauphins ? Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ah ouais ? Parce que la première, elle est crédible, mais un bébé de 3 ans, Tu ça... le laisses pas dans l'eau ? Non, en fait, c'est juste... emporté par le courant, c'est-à-dire qu'il faut que déjà qu'il ait plus pied. Je Non, sais une pas où- vague avec un retour de vague, un truc... Ouais. C'est... Moi, ça me paraît bizarre, en fait, le fait d'avoir ta mère sur la plage Après, avec un enfant de 3 de ans tenir dans en l'eau. équilibre sur le nez. Enfin, j'ai jamais essayé, mais... Moi, je dirais l'enfant de 3 ans, mais... Toi, tu dirais quoi ? Les dauphins. Les dauphins ? Ouais, les dauphins. Les dauphins ? Valentine ? Vous avez raison. C'était les dauphins ? Ouais. Bah, moi, j'ai Mais perdu, les 2 alors. autres sont pratiquement vrais. C'est vraiment un détail qui Ah oui, fait switcher. c'était pas une tarentule, c'était un serpent. Non, du coup, c'était vraiment une tarentule. Pour le coup, c'était... Enfin, en tout cas, le restaurateur nous a assuré que c'était une tarentule. Et le truc que j'ai vu, c'était gros comme ça, quoi. C'était vraiment énorme. Un crabe. Une tarentule une araignée crabe. de mer. Non, mais c'était vraiment une très, très grosse Yeah. araignée. Et le détail, c'est qu'elle n'a pas du tout piqué quelqu'un. Sinon, je pense qu'on aurait été vraiment dans le caca. Mais du coup, il lui a... tapé dessus, ou je sais plus comment il l'a dégagé avec une grosse poêle ou un truc comme ça, mais tout le restaurant a ultra flippé. Voilà. Et Alors, pour la raconte cette première... histoire du dauphin. Eh ben, ça c'est horrible. Enfin, c'est vraiment un truc dont j'ai très honte maintenant par rapport à la cause animale. Mais moi j'étais pas du tout sensibilisée à ça à 9 ans, quoi. À 9 ans, quand même. Oui, t'aurais pu t'aurais pu te renseigner un petit peu avant. Hein. Et oui, à Cuba, il y a un endroit où j'espère que c'est plus le cas maintenant, mais où tu peux envoyer plutôt des enfants caresser les dauphins, leur donner un petit peu à manger dans un bassin, tout ça. Et à la toute fin, dans le bassin, tu es avec une ceinture de flotteur, tu te mets en planche la tête dans l'eau, et tu as chaque dauphin qui vient te récupérer chaque pied et qui te remonte comme ça pour faire une traversée de bassin, et tu n'as pas d'équilibre à faire, en fait, c'est eux qui te tiennent en équilibre. Toi, tu peux très Sérieux ? bien justement tester C'est la essayer poussée, de quoi. tomber, voilà, c'est très fort. Les pauvres. Vous vous êtes déjà retrouvé confronté, vous, dans des situations à aller voir justement des animaux dans des eaux, même en pleine nature, hein, avec des bateaux qui t'emmènent voir les baleines, mais qui violent les espaces Vous avez déjà fait ce genre d'expérience ? Tu parles du whale watching. Ouais, entre autres. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, mais pareil, tu vois, j'ai pas d'excuses, mais j'étais pas au courant d'à quel point c'est nocif d'être en bateau à vitesse rapide, en approche de cachalot.
Mais je suis allée voir des cachalots et des baleines bleues quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Et oui, on était, maintenant je me rends compte, horriblement près, en fait. Vous avez pris conscience de ça quand ? J'en ai pris conscience quand j'étais en Colombie-Britannique l'année dernière, où j'étais en voyage pour aller voir les orques. Et du coup, j'ai appris que, en fait, j'étais avec une blogueuse voyage, d'ailleurs, qui nous emmenait et qui est beaucoup investie dans la protection des orques. Et qui nous a appris que voilà, les bateaux font quand même énormément de bruit, que ça perturbe énormément les cétacés, etc. Donc c'est là où je me suis dit, ah oui, quand j'ai fait ce truc-là de whale watching, bon, c'était clairement un truc de touriste, en fait, quoi. Toi, Théo, t'as déjà fait ce genre d'attraction touristique ? Moi, j'ai passé mes premiers niveaux de plongée à La Réunion, et les baleines sont commencées à arriver quand je l'ai passé. Et il y a tout de suite eu des lois, en fait, qui ont été mises en place sur des procédures à adopter par les bateaux pour s'en approcher. C'était vraiment à cette époque-là où elles commençaient à venir y rester pendant l'hiver austral. D'habitude, c'était très très rare qu'elles passent, et là, elles ont changé leur plan de migration depuis quelques temps. Et donc très très vite, tu as eu tout un débat ou au moins une communication dans les journaux locaux pour parler de comment il fallait se comporter, parce qu'il y avait beaucoup de plaisanciers. C'était il y a combien de temps, ça ? C'était il y a un peu plus de 15 ans, je pense. Peut-être un peu plus, peut-être 20 ans. Ah oui, donc ça se posait déjà la question il y a 15 ans. Elles commençaient à venir, et maintenant, elles sont pratiquement là tous les hivers. Moi, les amis que j'ai qui sont encore, c'est impressionnant. C'est vraiment devenu un spot pour elles. Et toi, Lucie, des petites anecdotes à nous raconter ? C'est quand j'étais en Colombie-Britannique. On est allé voir les orques résidentes du Sud, et comment il y a Théo qui essaye de regarder mes notes. On ne triche pas, s'il vous plaît. Soyez des bons élèves. Merci. Donc, j'étais en Colombie-Britannique et on était parti voir les orques résidentes du Sud avec le groupe avec qui j'étais. Donc, on a pris les kayaks de mer, on y est allé. Et je me suis un peu trop penchée. Et les orques étaient en train d'arriver et je me suis retrouvée complètement trempée en voulant en fait mettre ma GoPro dans l'eau pour essayer de voir quelque chose. Et bon, au final, on ne voit absolument rien à l'image. On entend quand même le son des orques, les tic 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 tic. Donc j'ai le sonar, mais pas le visuel, et j'étais complètement trempée parce que j'ai vraiment eu la moitié supérieure de mon corps qui a été dans l'eau. Voilà. Donc c'était la première. Ok. Deuxième anecdote, j'étais à La Réunion. Alors à La Réunion, il y a le cirque de Mafat qui est très réputé pour faire des randonnées dedans, et c'est vachement beau, et il y a beaucoup de vide. Et en fait, il y a un moment où moi j'ai très très peur de marcher sur les rivières. En fait, quand il faut marcher d'un rocher à l'autre, je suis extrêmement instable sur mes gambettes. Et en fait, il avait beaucoup plu, du coup la petite rivière qu'on devait traverser était assez forte. Et il fallait sauter d'un rocher à l'autre, et on était juste près d'une cascade, mais le côté en haut de la cascade, pas en bas de la cascade. J'ai mon pote qui saute devant moi, qui me tend la main pour que je l'attrape au vol. Je donne tout ce que j'ai. J'y arrive très moyennement parce qu'en fait, il me rattrape des bouts des bras et j'ai le reste du corps dans l'eau, dans la cascade, quoi. Donc il me rattrape in extremis. Je ne suis pas morte, il m'a remonté, tout va bien. Voilà. Et troisième anecdote, c'était au Guatemala l'année dernière. J'ai fait une sortie de 5 jours de randonnée dans la jungle au nord-est du Guatemala à travers les temples mayas. Donc, c'était magnifique. Ça a impliqué le truc de monter pas mal des temples. Il faut savoir que la plupart des temples sont toujours recouverts de végétation parce qu'ils n'ont pas été nettoyés. C'est même pas entretenu. C'est qu'en fait, les Mayas ont recouvert leurs temples à l'arrivée des Espagnols pour les cacher. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi recouverts de pierres et de. Enfin, c'est pas que naturel en fait. Le fait que les temples soient cachés. Ouais. Non mais point culture avec mes petites anecdotes. Et étant toujours très maladroite, j'ai dévalé un des temples sur le cul. Oh. Voilà. Et c'est raide en plus. C'est pas mal raide, ouais. On le sent à la montée, mais je vous assure qu'on le sent à la descente. Ah putain. Voilà. Ok. Ah, c'est dur. Ouais. J'ai essayé de faire ça un peu dur quand même. Théo, c'est toi qui la connais le mieux. Aide-nous. J'ignore. Je ne sais pas. T'as une idée, toi ? Tu pencherais vers quoi ? Comme ça, je serais tenté d'éliminer Mafat. Ouais.
Parce que je vois pas trop d'endroits où il y a une cascade après, en dessous. Enfin, il y a des cascades, mais pas où tu les passes au-dessus, quoi. Ouais, puis si Oh. t'es flippé de traverser des rivières, ça me paraît bizarre que tu t'aies traversé une rivière juste à côté d'un vide. Le Guatemala, ça me paraît plausible, mais je sais pas. Je vous rappelle qu'on cherche la vraie. Hein. Oui, on cherche Ouais. la Ah vraie, oui. ouais. On fait par élimination. D'accord. Ouais, je suis contente, j'en suis bien sortie du coup si vous galérez autant. Ouais, non, mais écoute, t'as apporté plein de petits détails sur les 3 versions. Quand tu parles des orques, c'est bien les créatures vertes qui portent des haches. Quoi? Non. Verte qui porte des si, haches. si. Ah putain. J'étais trop loin. Ok. Et en même temps, d'accord. je me dis que quand tu vas voir des orques, tu t'as peut-être pas la possibilité de te pencher autant, parce que j'imagine que ça reste un peu dangereux quand même. Ah, je sais pas. Elle était dans un kayak. Après, elle a paniqué quand il a parlé des Oui, et orques. puis c'est Lucie, donc la motricité fine, c'est... Bah, c'est un peu le thème général de mes 3 anecdotes. Oui, hein, c'est quand vrai même, que hein. J'ai glissé dans l'eau. Anecdote 1. Anecdote 2. J'ai glissé dans l'eau. Anecdote 3. J'ai J'ai glissé glissé dans dans la l'eau. terre. Mais il y avait de la terre par-dessus. Bon, ça va. Ok, donc, par élimination, on validerait donc la dernière, c'est ça? Ouais. C'était quoi, Temple Maya? En même temps, moi, c'est faire du toboggan sur les temples mayas, ça me paraît vraiment Une Un très peu mauvaise de- idée, une faites pas très ça. très mauvaise idée. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Déjà pour ton... Enfin, tu seras un fauteuil roulant aujourd'hui pour nous Il raconter y a ça. des chances, ouais. Donc non, moi je dirais l'orque. Bon, bah vas-y, je te suis alors. Ouais, moi aussi. Là, c'était ma fat. Ah, on aurait dû te suivre, Théo. T'avais eu le bon feeling. Bah non, justement, il a dit que c'était la faute. Ah oui, non, c'est vrai. Moi, j'ai dit que c'était pas... Ah oui. C'était, alors, je crois que le nom du chemin qu'on a pris, c'était le chemin des Auréliens ou un truc comme ça. Je sais pas si ça te parle. C'est un chemin où tu remontes et en fait, tu traverses la rivière non-stop. En fait, t'arrêtes pas de faire des zigzags autour de la rivière. Donc, c'était mon cauchemar. Après 3 jours de marche, je n'en pouvais plus. Et bon, c'était pas mon choix. Tu du pouvais coup, pas clairement, rester de sur une passer rive. par là. T'étais Non, obligé de- parce que t'es au milieu de la jungle en fait. Donc, t'as pas de chemin. Ah oui, donc à chaque fois tu Euh, passes, il y a un petit bout de chemin sur 10 mètres, après tu retraverses. Ouais. Bon, après ça, j'ai renoncé à essayer de marcher sur les rochers parce que bon, j'en Marcher avais eu dans l'eau. assez. Oui, j'ai enlevé mes chaussures et je faisais tout Ouais. à pied, vraiment. Ouais. Après, toutes mes histoires ont un grand fond de vérité et clairement. Oui, parce que hors enregistrement, tu nous racontais que tu avais été voir les orques. Et oui, j'ai vu les orques, les orques. Bien Les sûr, orques. les orques. Là, c'est le côté un petit peu médiéval qui fait pas. J'ai vraiment enregistré le son des orques qui sont passés juste sous mon kayak, qui sont ressortis à 10 mètres, même pas de moi. Il y avait une femelle adulte et le juvénile qui sont sortis en même temps en faisant des jets d'eau et tout ça. Mais je ne suis pas tombée à l'eau parce que c'est quand même assez dur de tomber à l'eau d'un kayak. Hein. C'est quand même très très stable comme truc. Et bon, les temples mayas, je suis montée sur plein de temples mayas. J'ai fait plein de trucs sur les temples mayas, mais je ne suis pas tombée. Parce que avec Valentine, on était au Pérou il y a pas très longtemps et on a été au Machu Picchu. Et donc tu retrouves un peu, particulièrement sur le Huayna Picchu, quand tu montes, c'est la petite montagne qui est à côté du Machu Picchu qui te permet d'avoir une vue absolument imprenable sur toute la cité. Tu finis par monter sur des escaliers où franchement c'est presque une échelle cet escalier. Et j'ai jamais été au Mexique, j'ai jamais été voir aussi tous les vestiges aztèques mayas, mais je sais qu'il y a vraiment ces trucs où c'est tellement raide les escaliers que tu glisses là-dessus, mais tu meurs, c'est pas possible autrement. Ah oui, non, mais c'est galère. Hein. Après, c'est sur les temples qui sont pas restaurés en fait que c'est dur parce qu'en général, les temples restaurés, en tout cas au Guatemala, ils ont mis une petite barrière. Il y a des espèces d'allées qui ont été créées en bois, des escaliers en fait autour pour éviter de toucher la roche déjà et du coup de l'abîmer. Ouais. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile avec des escaliers à taille conventionnelle. Ouais. Et c'est vrai que préserver les sites, on voyait à nouveau, mais au Machu Picchu, de voir la roche en fait qui est affaissée avec le nombre de visiteurs qui viennent à chaque fois, ça te crée des sortes de petites fesses dans la roche comme ça, mais qui sont pas très jolies. C'est pas très cool. Bien joué parce qu'on s'est fait eu comme des bleus. Nous allons passer à l'étape d'après, qui est un peu mon étape préférée. Je ne vous en dis pas plus. Jungle. Et qu'est-ce que ce jingle vous évoque? Jumanji. Ah, Jumanji, trop stylé. Grave. Grave.
Ouais, Jumanji, il y a un petit côté en fait comme ça. Alors ça, c'est l'instant food, l'instant miam miam. J'essaye de ramener une spécialité culinaire d'un pays à chaque fois. Alors peut-être que vous allez connaître, peut-être que vous n'allez pas connaître. Généralement, j'utilise le packaging, mais là, j'ai décidé de faire sans le packaging. Donc j'ai ramené quelque chose. Vous allez pouvoir le regarder, le sentir, même le goûter. Attendons de pouvoir le goûter tous ensemble. Et le but, c'est quand même de donner toutes vos impressions en live, hein, pour que ça reste radiophonique, bien évidemment. C'est pour ça que c'était caché jusque-là. Oui, c'était surtout au frigo. Alors attention, j'ouvre la cloche. Tadam. Ah oui, Du foie gras. Du pâté pour chat. Ouais, une crème de canard. Alors je vous laisse le prendre. Ouais. Au milieu, plus. Donc on a entendu du foie gras, du pâté pour chat, une crème de... Une mousse de canard. C'est salé. Ça sent pas bon. C'est pas On végétarien. dirait, ça sent, non, c'est Alors, clairement pas végétarien. C'est ça. totalement végétarien. Sans rire. Oui. Ah ouais, Absolument. je trouve que ça sent le pâté, quoi. Non, mais voilà, moi je sens le pâté pour chat. Hein. Ils font maintenant des excellentes pâtés pour chat végétariennes. J'ai sorti des petites cuillères, chacun peut en prendre une. Si vous avez envie de goûter, c'est évidemment l'audace à chacun. Enfin, tout le monde fait comme il veut. C'est du yaourt bulgare. Et là, on sent bien le goût bulgare. Et du coup, c'est végétarien. Il n'y a pas de C'est viande ni végétarien. de poisson. Juré, promis, pas de viande, pas de poisson. Ok. Donc pour donner une petite, un petit Descriptif petit visuel, descriptif, ouais. voilà, on a vraiment affaire à, comme tu dis, on dirait que Loïc a ouvert une boîte pour chat, quoi, Et t'entends le... assez compacte, qui ressemble à du pâté. Il y a des petites choses noirâtres dedans, comme s'il y avait un petit peu de poivre. Bon, Théo a goûté, il a pas l'air de trouver ça désagréable. Mais pas agréable Et non plus. en texture, quand on coupe avec la cuillère, ça a une texture de mousse de canard, quoi. Ouais, un peu, ouais. Mousse de canard, foie gras. Est-ce que vous avez une idée de l'origine déjà, du pays d'origine de... Si tu viens de te coller sur le nez quand même. J'ai mal Très visé. mauvaise gestion de la distance. J'ai dit que j'étais pas très à droite. Il y a hein. du sésame dedans. Alors attention, je vous fais la liste de tous les aliments. Tu veux en Ouais, goûter je veux bien aussi, goûter aussi peut-être, parce en que fait. j'ai pas goûté. je fais des trucs, mais C'est je ne pas sais pas. incroyable. Ça se mange, mais c'est... On dirait un mauvais pâté, quoi. Ouais. J'espère que c'est pas français. J'ai un peu de chauvinisme culinaire. On sent la cannelle vachement, je trouve. Oui. La cannelle, ouais. Ça, c'est le moment peut-être. Moi, c'est mon moment préféré, mais je pense que pour les auditeurs, c'est celui où il y a tous les petits bruits de bouche qui sont bien désagréables. C'est le moment ASMR. C'est pas. Ouais, alors, je sais pas, je suis un peu sceptique. Mais c'est pas mauvais, mais c'est la texture qui est pas très agréable, quoi. Alors, t'as dit que tu voulais pas que ce soit français, mais quelqu'un a une idée d'où ça pourrait venir? C'était en conserve. Absolument. Je pense. Mais c'est pas une boîte de chat pour chat végétarien. Non, c'est pas ça. Eh bien donc, c'est un produit bel et bien français. Et c'est ce qu'on appelle du faux gras. Ah C'est donc Déception. le foie Du gras foie gras végé. végé, ouais. Je me suis dit que ça, c'était... parce qu'on trouve des choses un peu originales, atypiques chez nous, Alors, qu'on ne d'un prend pas point le de temps de vue goûter. éthique, c'est complètement indéfendable de manger du foie gras. Mais d'un point de vue Ça n'a rien à voir avec du foie gras. moral, je veux dire, c'est complètement indéfendable de manger ça. C'est pas bon. Enfin, autant ne pas manger ça et ne pas manger de foie gras que manger ça à la place du foie gras. Bah, Oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec du foie gras. En vrai. non, on dirait vraiment, La- comme la disait Valentine, une texture, mousse vite un fait, peu hein. de canard, mais... Une mousse de canard de basse qualité, quoi. Ouais. Mais effectivement, après, je crois qu'il existe plein de recettes différentes de faux gras, comme on les appelle. Mais effectivement, celui-là, on ne le gardera pas en mémoire particulière. Mais en tout cas, ça m'amène sur la question suivante, qui est un peu... on a l'occasion de manger et goûter énormément de choses différentes en voyage. Est-ce que vous avez eu déjà des anecdotes ou des expériences un peu traumatisantes culinaires ou très positives, hein, Moi, je goûte vraiment de tout. Ouais. J'adore, en fait, même dans les restaurants où la plupart du temps, je panne rien. Et aller dans les restaurants, ils n'ont pas de carte en anglais. Et demander un truc au pif. Alors, des fois, t'as perdu 5 € parce que t'es pas capable de le manger. En Thaïlande, une fois, j'ai eu une soupe comme ça avec des yeux qui flottaient. Donc, Tu autant savais dire pas que des yeux je de suis quoi pas allé au bout. Mais Ça le bouillon semblait était être bon. un mammifère plutôt gros. Je dirais peut-être une chèvre ou je sais pas. Ah Je sais pas. Honnêtement, c'était compliqué de poser la question puisqu'il parlait pas anglais.
Et c'est la curiosité qui te pousse à... Ouais, à j'adore ça. Au Ouais. Japon, après au Japon, on mange très bien en plus. On faisait que ça et t'es toujours surpris. T'as des trucs, des fois des choses que tu connais, des fois en fait c'est un truc très simple. On t'amène un œuf poché et tu te dis bon bah voilà. C'était. Mais T'as par pas contre, mangé de fugu? le truc le plus ignoble que j'ai jamais vu, mais là j'ai pas goûté, c'était en Birmanie, à côté du Rocher d'Or, donc un lieu sacré pour eux où il y a énormément de processions et plein de petites échoppes sur toute la marche d'approche qui doit bien faire 2-3 heures. Il y avait alors, plusieurs endroits, des stands qui vendaient, en gros c'est des verres de sang, alors je pense que c'est de vache, mais je sais pas, de sang froid, dans lesquels macèrent des scolopendres, mais des scolopendres Le combo le truc magique. gros long comme Oh, ça, putain. vraiment. Et donc on voyait, alors, c'est surtout des vieux qui prenaient ça, des petits shots. Donc je pense que c'est pas du tout pour le goût qu'ils doivent le. Enfin, mon interprétation sort de nulle part. Hein. Du coup, j'ai rien lu dessus, j'ai pas eu d'explication. Ça, j'ai pas goûté. Je crois que c'est vraiment le truc le plus infect que. Parce que souvent, les petits insectes dans les alcools, tu prends le mezcal par exemple au Mexique, il y a un petit ver ou des petits scorpions. Tu sais que si tu le Oui, mais manges c'est dans le mezcal, symbolique, en fait, pour, c'est censé avoir des vertus aphrodisiaques. Mais là, ouais, tu savais pas si. Non. Et le sang, ça doit être lié à la vitalité ou le. Attends, du coup, ça t'a pas goûté? Non, ça, j'ai pas goûté. Bah, le je trouve ça un peu thé, dommage. thé au beurre rance, c'est vraiment Ah. l'enfer. Oui. Mais on en trouve dans les restaurants tibétains. Tu peux en boire ici même à Paris. Et c'était d'une violence. Enfin, c'est salé, Ouais. c'est gras, c'est. Moi, ça, j'ai. Alors, en plus, c'est vraiment. Tu sens que pour eux, c'est très important que tu le boives. Mais j'en étais réduit avec nos guides, à petit, doucement. Je le tenais, je le posais sur mon genou et j'en Tu déversais à côté. j'en déversais un peu à côté parce que ça se faisait pas de dire non, en fait. Mais. Alors là, vraiment, en fait, c'est pas forcément le goût en soi qui était un problème, c'est la réaction de l'estomac qui te dit je ne peux pas garder ça. Ouais. Mais je crois que c'est parce qu'il fait aussi très froid et que du Mm. coup, il y a ce côté de. Tu manges des aliments gras, puis il n'y a pas grand chose qui est cultivé dans ces hauteurs. Mm. Valentine, qu'est-ce que tu as envie de partager comme moment culinaire avec nous? Un moment culinaire gênant, un peu. Ouais, où gênant, tu peux pas dire non. Ou ça peut être Ok. positif aussi. Hein. Non, bah racontons celui qui est gênant. C'est plus marrant. C'est un souvenir d'enfance en plus. Donc, une nouvelle fois avec mes parents. Je vais parler que de voyage avec mes parents. Donc, on était allés Ses parents qui sont d'ailleurs là autour de la table. Qui nous regarde. On les salue. Donc, on était allés au Kenya visiter quelques villages Maasai. Ça va, ils sont sympas tes parents, ils t'emmènent dans des endroits. Ah ouais, ils se font trop plaisir côté voyage. Ouais, ils sont très fans d'aller loin aussi. Et donc, à chaque village Maasai, les touristes sont accueillis en grande pompe avec des fruits, plein de trucs à manger, des trucs à boire, machin. Et il se trouve qu'à un moment, on arrive dans un village où en fait, ce qu'ils veulent nous faire goûter, c'est ce qu'ils mangent eux dans leur quotidien. Et c'est une espèce de boule de pâte que je ne saurais vous décrire aujourd'hui parce que j'ai vraiment très peu de souvenirs de ça, mais j'ai vraiment comme une grosse boule de farine et d'eau, quoi. Vraiment un truc très, très basique, sans goût. Et ils nous avaient tous distribué un peu pour qu'on goûte. Et je me souviens que moi, j'avais vraiment eu un gros bout. Et je mange le truc et je fais... oh, c'est pas très bon. Et surtout, j'en ai beaucoup, quoi. Et c'est pas cachable, parce que vraiment, ça prenait toute ma main. Et j'étais hyper gênée. Voilà, donc je fais signe à ma mère qu'il va falloir en faire quelque chose parce que là, je vais pas pouvoir aller au bout. Et elle, le temps qu'elle trouve, elle avait juste un petit sac avec elle, le temps qu'elle trouve un mouchoir ou quoi que ce soit pour le cacher, ben, il paraît que j'ai fini par tout le manger. Par pure politesse, alors que c'était vraiment... Le sens du sacrifice par politesse, c'est beau ça. Intégration sociale. Mais c'est vrai que c'est une véritable question, je trouve, aussi quand tu te retrouves dans ce genre de situation. Par politesse aussi, ce qu'il faut faire. Enfin, il y a énormément d'endroits où on te propose de boire des boissons où clairement tu sais qu'il suffit que tu aies l'estomac un petit peu fragile, ton estomac n'y survivra pas, quoi. Et après, je trouve qu'il y a aussi un truc, bon, au-delà du goût,
où il faut se dire, ok, s'ils en prennent depuis tellement longtemps, si c'est devenu quelque chose d'aussi emblématique ou nécessaire pour eux au quotidien, c'est bien qu'il doit y avoir un effet. Moi, j'adorerais essayer le kat, par exemple, ce qui mâchouille tous là en Éthiopie, qui visiblement les rend ultra excités. En fait, c'est du café puissance 10. Bref. Mais non, mais j'aimerais bien. Ça t'éviterait de boire un litre oui, peut-être par ça serait jour. interdit ici. Je sais pas, quand j'étais en Amérique du Sud, surtout en Bolivie, parce qu'ailleurs c'est plus ou moins interdit, on en trouve au Pérou, ils mâchouillent tous, les Boliviens, la feuille de coca. Mhm. Et on t'essaye une fois, tu te dis quand même c'est pas très bon. Alors après on t'explique qu'il faut mettre la léria avec. Et puis tu mâchouilles ça, et puis ouais, là pour le coup c'est vraiment manger de l'herbe, quoi. Mais tu finis par avoir la bouche complètement anesthésiée, comme quand quand tu vas au dentiste, quoi. Et si tu persévères encore, et ben en fait t'as les effets de la coca, et c'est quand même assez agréable. Et là tu vois bon, je suis pas du tout en train de faire l'apologie des drogues, c'est pas du tout ce que je dis, mais tu comprends pourquoi en fait ils en mâchouillent toute la journée constamment, parce que ça tient éveillé, ça rend alerte, et ça coûte vraiment que dalle, et là t'es obligé d'en passer par ce goût. Je pense que même eux trouvent exécrable, c'est juste qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ouais, c'est pas mauvais, hein. C'est pas très sexy non plus, mais manger une feuille crue, oui, pas... tu mâchouilles un peu du foin, quoi. Ouais, et puis tu craches après. Ouais, tu craches. C'est vrai qu'ils la gardent longtemps. Ouais. Je suis assez d'accord. Il y a ce côté quand même, particulièrement dans la feuille de coca. Enfin, moi, j'ai pas ressenti les effets pour le coup de la feuille de coca. J'en ai peut-être pas assez mâché. Hein. Ah, il faut en mettre tout le temps. Il faut le laisser des heures dans la bouche. C'est vraiment la technique. Alors, j'ai vu un gros. Comme quand on dit que le chocolat a un effet aphrodisiaque, mais il semblerait que ce soit, je crois, après une tonne de chocolat que t'imagines les effets aphrodisiaques, quoi. Mais t'es plus en état. Après, Non, t'es alourdi non, par tout le poids du chocolat que t'as mort. mis dans ton corps. Quoi. T'es mort par une crise de foie. Ça n'a aucun sens. Toi, Lucie, une petite anecdote culinaire. Alors moi, c'est pas un truc que j'ai goûté moi, mais j'ai assisté et j'ai refusé d'en manger parce que moi, je me force pas à bouffer les trucs qui ont l'air dégueux, en fait, juste. T'es végétarienne ou... Ouais. J'étais au Cambodge avec deux comparses de voyage que j'avais rencontrés au Cambodge. On voyageait du coup tous les trois. Et ils avaient très très envie de tester un truc dont ils avaient entendu parler, qui était le fœtus de canard. Dans l'œuf. Donc le principe c'est que les œufs de canard ils les gardent jusqu'à maturation, on va dire, du petit canard à l'intérieur, juste avant qu'il sorte de son œuf, ils les cuisent à ce moment-là. Du coup le canard est complet en fait, hein. Il y a le bec, le crâne, les os, les plumes, tout ce que tu veux. Et le principe c'est de manger ça un peu comme un œuf à la coque. C'est infâme. Donc les deux en ont mangé. Moi j'étais chargée de filmer et rien que de filmer c'était compliqué. Voilà. T'aurais goûté toi, Théo ? Là je sais pas. Valentine, je te pose pas la question, hein. Toi c'est un nom catégorique. Hors de question. Mais du coup, vous avez quel rapport à la nourriture quand vous partez en voyage ? Valentine, toi c'est quelque chose. Si important. Si important, c'est pas pour rien qu'on est parti en Italie. Oui. Enfin, c'était vraiment pour manger, quoi. Les pâtes, c'est le truc. Je dis pas que c'est le truc que je préfère au monde, mais mais vraiment, je pourrais en manger à toutes les sauces et pratiquement tous les jours, quoi. Et là-bas, c'est comme tout le monde fait ses pâtes fraîches et ils ont plein de recettes différentes selon la géographie. C'est très riche au nord et quand tu descends de plus en plus au sud, c'est de plus en plus léger. Oh là là, ouais. On fait partie des connards d'ailleurs qui avons fait nos pâtes fraîches pendant le confinement. On n'a pas fait trop de pain, mais on a fait des pâtes fraîches. Et c'est vrai que tu te dis, quand tu fais tes pâtes fraîches, tu te dis, mais pourquoi tout le monde en France, en Suisse, enfin quasiment dans toute l'Europe utilise des pâtes sèches, alors que c'est si facile de faire des pâtes fraîches ? J'ai dit fraîches 2 fois. Sèches. Elles sont super fraîches. Enfin, bref, en tout cas, les pâtes aux œufs, effectivement, archi fraîches. Vous ne m'aidez pas. Je me sens très seul. Non, et enfin, c'est tellement bon et ça change tellement tout. Donc oui, j'adhère totalement à ça. Attention, la bouffe italienne, pour moi, c'est la meilleure du monde, quoi. Enfin, non, excuse-moi, on est né là où il y a la meilleure bouffe. J'ai dit pour moi. Oui, non, mais... Parle pour toi après si tu veux, mais dis donc. Non, mais en fait, je trouve que l'Italie, t'as une espèce de pureté des produits où c'est juste le produit en lui-même est excellent. Bah, du coup, c'est vrai que j'aurais pu penser à ça, mais j'ai le souvenir de quand j'étais ado, on est allé en Italie avec ma mère
Et on était passé par Parme, et du coup, on avait pris du jambon. Et je me souviens, parce que bon, j'étais pas végétarienne à l'époque, d'avoir juste posé du coup la tranche de jambon sur ma langue et ça fondait sur ma langue. Il y avait ce goût incroyable et c'était juste une explosion de sens alors que c'était juste un bout de jambon. Donc ça ne pas, mais l'Italie quoi. C'est du sel sur de la chair morte finalement, un rien peu, d'autre. Mais Et pourtant, ouais. Genre typiquement, j'adore aller dans les grandes surfaces. Moi j'ai un petit faible pour les bonbons, vous l'aurez vu. Et là au Japon, je me suis acheté, peut-être dans le voyage, une trentaine de paquets de trucs où je voulais. Alors, des fois, c'était ignoble, des fois, si tu t'attends à ce que ce soit sucré, c'est salé. Oui, j'en ai pas mangé un tiers de ce que j'ai acheté. Mais envie de voir, quoi. Parce que ça, c'est des trucs que tu n'as jamais dans les restos. C'est quoi leur chewing-gum à eux ? C'est quoi leur viande séchée ? C'est quoi J'achète un peu tout et n'importe quoi au feeling. Accrochez-vous bien pour le côté de l'interview au coin du feu. Oui, le rythme n'est pas forcément le bon par rapport à ce que j'essaye de faire, c'est pas grave. Léger décalage. Ça n'a rien à voir. Non, mais... Moi, je m'imaginais déjà le feu de cheminée et tout à coup, il y a une Irlandaise qui est arrivée qui a commencé à tap dancer à côté de la cheminée. Le problème, c'est qu'en plus, j'y crois moi-même, tu vois. J'étais persuadé que ce jingle allait être doux et pourtant, je sais qu'il est absolument nordique. Nordique. On dira ça comme ça. L'interview au coin du feu, c'est quoi ? Eh bien, juste... on va fermer les yeux, on va s'imaginer pour de vrai, sans l'irlandaise, au coin du feu. Je vous mets une petite ambiance de feu, on est dans la forêt, près d'un feu de camp, on est bien. Et là, chacun notre tour, on va raconter une petite anecdote qui nous fait plaisir, mais ça peut être un super souvenir touchant, par exemple, ou ultra flippant. Et je vous mettrai une petite ambiance musicale pour vous accompagner. Nous allons commencer par Valentine. C'était un rêve qui se réalisait, donc c'est plutôt... En fait, c'est plutôt inspirant. Excitant. Ouais, inspirant. Épique, et en même temps, quoi. waouh. Eh bien, quand tu veux. Donc au début de ce podcast, je vous ai dit que j'étais dans la production de spectacles vivants et particulièrement de comédie musicale, et je suis fan de comédie musicale depuis mon adolescence. Et je suis allée à New York City en 2000... En Belgique Quand j'avais 16 ou 17 ans. Et c'est là-bas que j'ai vu ma première comédie musicale anglo-saxonne qui s'appelait Rock of Ages, qui a été une énorme clacasse pour moi et un énorme rêve qui se réalisait. Et j'ai encore comme souvenir le moment où tu vas sur Times Square au TKTS pour aller choper des places pour le soir même ou le lendemain à très bas prix et où tu pries pour avoir le spectacle que tu voulais avec des places vraiment pas trop loin de la scène si possible. Et on avait chopé ces places-là pour ce spectacle que j'avais trop envie de voir. Et donc je suis allée au 5e rang de ce théâtre-là, qui est un des plus petits d'ailleurs de New York. C'était le Helen Hayes, je crois, Theatre. Et voilà. Et le bonus de cette histoire-là, donc c'est que j'ai vu ce spectacle, j'ai adoré, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour un des artistes qui était sur scène, que j'ai contacté sur Facebook le lendemain pour j'ai essayé de l'ajouter en ami sur Facebook en me disant il me connaît pas, je vois pas pourquoi il le ferait, et en fait il a accepté et on a commencé à parler et on a une amitié virtuelle épistolaire qui dure depuis 7 ans. Et on s'est jamais vu dans la vie, mais voilà, ça c'est le rêve qui suit ce premier, c'est de retourner à New York pour rencontrer ce mec. Voilà. Eh bien, une très jolie histoire épique, et donc en plus la naissance d'une passion, j'ai envie de dire. Passion. Est-ce que d'ailleurs tu vas voir des spectacles un peu dans tous les pays que tu visites ou pas trop ? Non. Non ? Pas trop. Ça t'intéresserait pas d'aller voir des spectacles dans le... Si, mais c'est vrai que j'y pense pas trop en fait. C'est un autre rythme, une autre... Ouais. Plutôt effectivement à Londres ou à New York pour des comédies musicales, mais sinon c'est vrai qu'en France on est quand même très très bien lotis côté spectacle. Du coup c'est pas forcément ça que j'irais chercher en voyage, mais pourquoi pas. À tester. Lucie.
Alors moi, c'était en Jordanie. J'étais allée à Aqaba pour faire ma première plongée, parce que j'avais jamais plongé. Et alors c'était très particulier parce que bon, les conditions étaient... Waouh, c'est épique là. En vrai, quand j'y repense, les conditions étaient pas aux normes, etc. Mais en fait, ça reste un super souvenir parce que depuis, je suis devenue complètement accro à la plongée. Où que j'aille, je cherche toujours moyen d'aller plonger partout, tout le temps. Et du coup, là... Vous avez une baignoire? Putain, mais comment tu me Là, coupes maintenant, dans tout mon de suite. moment je ferais pareil, je te couperais aussi quand tu essaies de construire ton histoire. La colloque doit vraiment très très bien se passer. Mais justement, il faut sortir les trucs, sinon on emmagasine et c'est pas bon. Donc passionné de plongée en baignoire. Oh, purée, vous m'aidez pas quoi. Et en fait, du coup, donc j'ai fait mon baptême là-bas, on est parti et en fait, le souvenir que j'ai, c'est qu'il m'a emmené voir une épave. C'était le Cedar Pride, donc dans la mer Rouge. Et en fait, c'est un espèce de gros paquebot. Enfin, ça me paraissait immense, mais je sais même pas quelle taille il faisait. Et en fait, l'eau était quand même assez brumeuse. Du coup, il a fallu qu'on se rapproche assez pour qu'il apparaisse. C'est vraiment, ça a apparu, mais comme dans un film. Avec tout d'un coup, il y a le voile d'opacité qui a été réduit à 0. Et j'ai vu tout d'un coup cette espèce d'énorme paquebot devant moi. On était à 20 mètres de profondeur. C'est là où on ne devrait pas descendre à 20 mètres pour une première plongée. Oui, parce que normalement c'est 7 mètres le baptême, non? C'est 12, 12 je crois. Ah. Mais du coup, 20, dans tous les cas, c'était trop profond. C'était ta première? Ouais. Ah ouais. Ouais, mais moi j'étais heureuse comme Oui. c'était pas permis. Enfin, ma première plongée, j'avais l'impression d'être Lara Croft à 20 000 lieues sous les mers avec cette espèce d'énorme paquebot en ruine avec des coraux dans tous les sens. Et du coup, il m'a emmené, on a fait le tour, on est passé à côté de l'hélice arrière, donc qui était énorme. On passe autour et il m'a emmené dans le paquebot. J'ai retiré mon matériel à l'intérieur dans une bulle d'air. Mais non. Non, mais une première plongée vraiment qui donne envie de continuer, hein, qui est vraiment pas, qui suit pas les régulations, mais qui donne envie. Qui viole même toutes Oui, toutes les règles. Complètement. Voilà. Mais j'étais sympa et il m'a dit que je nageais bien et c'est pour ça. Tu nages bien. Et voilà, moi c'est vraiment ce que je retiens, c'est cette image du paquebot qui apparaît de nulle part. En fait, c'est vraiment t'avances, t'as l'impression d'être au milieu de rien, d'avoir que de l'eau autour et tout d'un coup t'as cette espèce de mur qui apparaît. Enfin, voilà, et c'était magnifique. Waouh. Ah oui. Je me permets de raconter une petite anecdote personnelle. C'est que la seule fois où j'ai fait de la plongée, c'était en Corse. J'en avais jamais fait. Et on m'a emmené sur un bateau au milieu parce qu'ils faisaient une sortie en mer directement. Donc au lieu de faire depuis le bord comme les enfants, tu vois, ils m'ont emmené en haute mer directement pour aller faire une première plongée. Et ceux qui savaient déjà plonger sont descendus, donc moi j'attendais sur le bateau, mais j'ai passé genre 1h30 à attendre sur le bateau, si bien que j'ai eu la gerbe. J'en pouvais plus avec les vagues et tout ça. Donc quand le mec est remonté, il me dit t'es prêt? Je dis en fait j'ai la gerbe, donc juste comment ça se passe? Il me dit tu peux vomir dans un détendeur, c'est possible, il faut pas qu'il y ait trop de gros morceaux, sinon ça sort pas correctement. Désolé pour les détails. Mais tu peux le faire. Et j'étais moyennement rassuré, donc on est parti. Il m'a dit écoute, au pire on le fait depuis la plage. Donc je me suis posé sur la plage, je suis parti et on a été et j'ai finalement près de la plage où il y avait tout le monde, j'ai gerbé dans l'eau. Et t'as tous les gens. En fait, du coup, moi j'étais pas bien, je voulais juste arrêter. Et le mec il me fait bon, fous la tête dans l'eau, tu verras. Il y a tous les poissons qui venaient manger mon vomi. Et donc t'as tous les autres qui faisaient leur baptême de plongée, qui venaient à côté dans mon vomi nager pour voir les poissons. Et voilà, et j'ai plus refait. Et moi je trouve que c'est une belle première plongée. Mais oui, c'est génial. Ah excuse-moi, mais enfin moi je rêve plus d'une plongée où je vais dans une vieille ruine de bateau mettre la tête dans une bulle d'air plutôt que de vomir sur les touristes alentours. Non, mais j'adore le fait que t'aies tous les autres plongeurs qui soient venus en mode Oui. plein de poissons, c'est génial. Regardez un vivier, comment se fait-il? Quelle est cette sorcellerie? Voilà, donc mon secret c'est de vomir à chaque fois que je vais à un endroit pour attirer la faune locale, et ça marche. Ah mon Dieu. Eh bien, nous arrivons à la petite anecdote, je crois, de notre ami Théo. Mon meilleur souvenir de mon voyage au Népal, c'est le passage d'un col qui a été très très laborieux. En fait, j'avais entrepris de faire le tour de l'Annapurna, qui est en gros une rando somme toute normale quand tu l'as fait en été. Mais j'avais la bonne idée d'y aller en hiver. Du coup, les conditions, dès que tu passes 3000 d'altitude, c'est vraiment
vraiment il fait très froid, quoi. Et le gîte avant le col, il est à 4000. Dans les chambres, il faisait moins 15, on avait. Et là, tu as vraiment le mal des montagnes. Donc moi, le premier matin, en fait, je me suis levé. J'étais tout seul, mais je voyageais avec un couple de franco-italiens que j'avais rencontré sur le chemin et un Suédois. Et on s'était dit, vas-y, on fait le truc ensemble. Et le couple, ils étaient vraiment pas bien comme moi, vraiment mal des montagnes, mal au crâne et tout. Donc on a reporté. Notre pote est passé un jour avant nous et le lendemain on se lève à 4h du mat et puis on s'attaque au truc. Donc il faut monter de 4000 à 5003. T'as vraiment le souffle qui est ultra sacré dénivelé. Le moindre pas est laborieux en fait. Pourtant techniquement il n'y a rien de difficile, hein. C'est une grosse colline, c'est juste qu'elle est beaucoup plus haute que celle que... Donc déjà 1003 ça fait un bon dénivelé. Vous portiez vos propres affaires? On avait des gros sacs. Et quand tu commences la marche, il fait moins 20 dehors, il y a du vent. C'est de la glace au sol, en fait, la neige à ce niveau-là. Et les derniers 300 mètres, c'était l'enfer, quoi. Moi, je me souviens, je me suis arrêté dans une petite baraque où... parce que j'avais trop froid, malgré le fait que j'avais 4 paires de chaussettes. Donc tu t'enlèves tes chaussures, tu les mets dans ton sac de couchage. Pour les garder au chaud. Et tu te remues comme ça pendant une demi-heure, tu repars. Mais en fait, même quand t'as pris une demi-heure pour te reposer, t'as pas la niaque. Parce que t'es pas assez acclimaté déjà. C'est-à-dire que ça fait 4-5 jours qu'on était à 3000, mais ton corps, il a pas fait suffisamment de globules rouges, tu peux pas aller plus vite que ça, quoi. Et si tu vas un tout petit peu plus vite, t'es déjà en hyperventilation, donc t'es toujours dans le dosage. Et quand t'arrives enfin à 5003, donc là, après, ça va être plus que de la descente. Donc t'es claqué au possible, mais c'est un véritable plaisir, parce que déjà, on avait des conditions incroyables, donc c'est aussi pour ça qu'il faisait très froid, c'est que grand ciel bleu, et devant toi, t'as juste... en gros, c'est une pente douce qui t'amène doucement vers le premier village qui est à 3005. Et donc là, tu as encore 6-7 heures de marche. Donc en soi, ça reste quand même très difficile, mais tu sais que c'est fini. C'est-à-dire que tu ne peux qu'aller dans la bonne direction. Les conditions ne vont faire que s'améliorer puisque tu vas avoir de plus en plus d'oxygène. Et je crois que c'est le truc le plus physiquement le plus engageant que j'ai jamais fait. Ouais. Parce que sur la journée, ça fait 10 heures de marche avec un très gros sac. Et surtout en haute altitude, quoi. Est-ce que vous avez un petit conseil Moi, je suis accro à la littérature de voyage, ouais. Et je sais qu'il y a un bouquin que j'adore et que je recommande à plein de monde. C'est de mon héroïne de tous les temps qui s'appelle Alexandra Davinel. Qui s'appelle Voyage d'une Parisienne à Lhasa, qui raconte son voyage à Lhasa. Ouais, mais en fait, donc c'est pas du tout une contemporaine. Hein. Elle était du début. Je me confonds toujours avec le 19e, c'est quand c'est début 20e. Début 20e, voilà. Et en fait, c'est une femme qui est partie et qui a voyagé seule toute sa vie. En fait, elle a dit à son mari, je me barre pendant 1 an au Tibet. Elle est restée 15 ans là-bas. Elle a traversé tous ces pays-là pour arriver jusqu'à la cité interdite de Lhasa. Ça a été la première femme occidentale à rentrer dans la cité. Oh. Elle a affronté des bandits, des trucs. C'était une des plus grandes bouddhistes au monde à ce moment-là, qui a écrit plein d'œuvres à ce sujet, parce qu'elle s'est retrouvée à faire des retraites spirituelles pendant 3 mois dans des grottes avec une femme incroyable, clairement, pour l'époque. Et du coup, voilà, ce bouquin, je le trouve absolument épique et fascinant. Et j'adore aussi le fait que malgré l'époque à laquelle ça a été écrit, je sens pas de condescendance raciale. Une Parisienne à Lhasa, c'est ça ? Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Voyage d'une Parisienne à Lhasa. C'est fou, le titre est très très actuel, je trouve. Et c'est Alexandra Davinel. Davinel. David Nel. Ah, David Nel. Ok, Alexandra David Nel. Ça donne très envie de le lire. Ah, mais il faut. Théo, une petite recommandation. J'aime bien emmener par contraste, et je vis dans un pays chaud, un truc sur une expédition de Shackleton en Antarctique. Et de voir le quotidien de ces gens-là qui ont une écriture très rude, très académique, et en même temps qui vivent des trucs complètement incroyables. Mais avec presque un détachement pour l'Angleterre. Bref, ça m'amuse assez de lire ça comme ça. Et toi, Valentine, une petite recommandation ? T'as dit jeux vidéo tout à l'heure, donc moi, le premier truc qui me fait tilter là-dessus, c'est un petit jeu vidéo qui n'est pas très connu, qui s'appelle Red Dead Redemption 2. Incroyable, incroyable. Une toute petite licence. Ça m'a donné envie de vivre
fin du 19e, quoi. Ouais. Incroyable. Qui fait la transition, donc c'est pour les personnes qui peut-être ne connaîtraient pas, donc ça se passe effectivement dans un Far West qui commence à percevoir des bribes de modernité avec l'électricité, les villes qui s'étendent et tout, et donc tu as ce début d'urbanisation avec des paysages sauvages, des plaines, des montagnes incroyables, magnifiques, des étendues... Puis avec un souci du détail sur lequel tu as envie de t'attarder sur tout ce que tu vois. Donc ça, c'est vraiment un jeu vidéo... Tu peux errer dans le jeu d'ailleurs sans complètement. aucun but, juste pour te promener et profiter des couchers de soleil. Je crois que c'est un des seuls jeux où je me suis vraiment arrêté sur des scènes dans les marais avec les jeux de lumière où tu te dis je vais rien faire en fait, je vais me promener, c'est juste incroyable. Arriver à ce degré, on est dans du photoréalisme. Et tu y joues avec les pieds? Non, ça c'est un peu dangereux. Pour faire les ralentis, les machins, les trucs. Un livre, pardon, Oui, non, je t'en prie. En fait, que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui est bien qui est déjà très bien écrit, qui est un peu la Bible des voyageurs, mais dans la génération de nos parents, qui est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Oui. Et qui nous fait, je trouve, nous rappeler qu'en fait, on est tous, mais de tout petits voyageurs. Par rapport à ces gens-là qui partaient sans guide, sans savoir. Alors, il y avait une démarche, une documentation, mais ils ne savaient pas quand ils allaient revenir. Ils ne savaient pas précisément combien ça allait leur coûter. Alors bon, ils étaient dans la période du plein emploi, on pouvait revenir retrouver du travail, mais en fait, ils partaient juste avec l'idée de partir, et on verra bien là où le vent nous mène. Et nous, on est vraiment dans un petit confort aujourd'hui, avec les guest house, avec tout qui est fait. Il n'y a plus la barrière de la langue, parce que même si elle est là, il va y avoir des organismes qui font l'intermédiaire pour nous, qui nous bouclent les trains, Ils avaient toute l'aventure, ne serait-ce d'aller prendre un ticket de bus sans être capable de se faire comprendre autrement que par des dessins. Et ils pouvaient aussi aller dans des régions qui aujourd'hui sont compliquées, comme l'Afghanistan et tout ça. Et le livre est super parce que lui... il part et il ne sait pas quand il revient. Et de fil en aiguille, il y reste quelques années, quoi. En complément, ça me fait penser à un autre livre qui s'appelle L'art d'ennuyer en racontant ses voyages. J'aime beaucoup le titre. C'est vraiment un tout petit livre. Je crois qu'il y a, il doit y avoir une 60aine de pages maximum. Et c'est très drôle. Ça t'explique vraiment comment t'es vraiment un couillon quand t'es touriste, mais que t'es aussi un couillon quand t'as l'impression d'être hors tourisme, justement. Tous ceux qui se prétendent en disant non mais moi je suis pas un touriste, j'ai vécu avec les locaux, j'ai mangé local, il m'appelait mon frère quand j'étais à côté. Et du coup ça prend vraiment en dérision tous les profils de touristes, et ça remet un peu la pendule au milieu du village, j'ai envie de dire, et avec beaucoup d'humour. Ouais, l'art d'ennuyer en racontant ses voyages. Et t'as plus envie de raconter tes voyages après avoir lu ce bouquin, clairement pas. Après avoir passé 1h30 à en parler. Moi, je ne fais que ça. J'ai monté un spectacle là-dessus. Il y a le podcast. Voilà. Je vais toujours à l'inverse de ce qu'on me dit de faire. Chacun son truc. Mais c'est la dynamique de voyage aussi, sortir des sentiers battus. Avant de nous quitter, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez des actualités? Tiens, Théo, pour commencer. On peut te retrouver sur ta chaîne déjà? On peut me retrouver sur ma chaîne, sur Balade Mentale, où on va, dans l'année qui vient, sortir 7 épisodes intégralement tournés sous l'eau, et du coup qui vont donner lieu à pas mal de voyages, mais le propos ne sera pas les voyages en soi, ni les destinations géographiques, mais l'océan de façon générale. Trop bien. Voilà. Valentine, toi, tes projets? Le théâtre avec le Covid, là, c'est vrai que c'est compliqué. Donc il y a déjà plein de vidéos à voir sur ma chaîne si vous n'avez pas vu déjà. Et je vais développer dans l'année qui vient là plus des formats de documentaires sur le milieu du théâtre plutôt que de parler de pièces en particulier. T'en avais fait un sur le Festival d'Avignon? C'est ça, j'en avais fait un sur le Festival d'Avignon. Pourquoi les compagnies vont toujours au Festival d'Avignon dans les conditions dans lesquelles elles sont en ce moment. Là récemment j'ai sorti une vidéo qui s'appelle est-ce que les billets de théâtre c'est trop cher? Est-ce qu'aller au théâtre c'est trop cher? Et la réponse est regardez la vidéo. Voilà. Toi Lucie?
Alors moi, y a le dessin animé avec Manon qui sort tous les mois. Donc là, on est en vacances parce que nous sommes en été. Oui. Mais qui reprendra à la rentrée, à chaque sonnerie des pompiers, le premier mercredi du mois. C'est là où sort la vidéo. Voilà. D'accord. Donc on parle d'histoire, on vulgarise des sujets d'histoire, des petites anecdotes par-ci par-là qui sont assez rigolotes la plupart du temps avec des invités de qualité. Et tu as pas une chaîne Twitch aussi ? Ah oui, c'est vrai, tiens. Oui, complètement. À côté de ça, je fais les épisodes sur Twitch. Il n'y a pas de planning pour l'instant parce que je suis absolument pas assez organisée pour faire ça. Mais voilà, assez régulièrement, l'avancée des travaux, on va dire. Et on te retrouve donc sur Instagram aussi, et Twitch, c'est le même nom, c'est ce nom que je n'arrive pas à dire. C'est Limlu partout. Limlu. Donc je suis beaucoup plus active sur Instagram que partout ailleurs. Mais merci de m'aider à faire ma promo parce que clairement j'ai pas l'habitude. Mais voilà, en gros, on me retrouve dans les vidéos avec Manon sur YouTube, sur Twitch, Limlu, Leamlu. Ou Camille, Et, ça marche aussi. Non, ça marche plus, ça a marché ça marche 24 plus. heures et puis après c'était fini. Et Instagram, voilà, où j'ai aussi un compte de photos de voyage que je n'alimente absolument pas, mais que vous pouvez aller voir. Tu lui donnes envie. Je vous ai pas demandé d'ailleurs, vous sur les réseaux sociaux, on vous retrouve sous quel nom ? Valoche. Valoche. VL tiré du bas. C'est Underscore. Underscore. Hoche. OCH. OCH. Oui. Et moi, c'est tout sous balade mentale. Balade mentale. Très bien. Valoche, balade mentale. Limlu. Oh merde. Limlu. Limlu. Super. J'essaierai de mettre ça aussi dans les descriptions, comme ça les gens pourront aller voir. Merci beaucoup d'être venus. Merci Merci de nous à avoir toi. invités. Merci. Rentrez bien, soyez heureux et vive le voyage. Au revoir et à très vite.